Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 251e rencontre. Ça sera la dernière de la saison avant la rentrée littéraire. Et on a la chance ce soir d'être avec Elios Azoulay pour deux livres. Pour une fois, il y a deux livres pour un auteur. Il me tenait à cœur de l'inviter pour les deux livres et pas uniquement pour le dernier. Le premier, c'est Juste avant d'éteindre. C'est un roman. Le deuxième, c'est Pour Tommy, 22 janvier 1944. Et on va longuement parler de Bedřich Frita, qui est le peintre, l'artiste, en tout cas le caricaturiste que personne ne connaît, ou en tout cas que très peu connaissent en France, et c'est bien dommage, que Elios Azoulay va remettre sur le devant de la scène dans un contexte particulier, on en parlera tout à l'heure, et qui est sorti en janvier dernier. Les deux ouvrages sont sortis aux éditions du Rocher. Et Elios, on va déjà commencer par te présenter. Tu es inventeur, compositeur, clarinettiste et tu as créé la musique incidentale. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de cette musique, de cet art que tu as créé, parce qu'il me semble que tu as quand même un univers très singulier. On parlera tout à l'heure du fait de mêler les différents arts que tu maîtrises. Euh, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune frontière. Mais on en parlera tout à l'heure. J'aimerais d'abord que tu nous parles de cette musique incidentale avec ce fameux poncif que tu as créé. J'aimerais que tu nous parles de tout cela en amont, en préambule de la littérature. Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Et dans un premier temps, je voulais m'excuser auprès de celles et ceux qui étaient là la fois précédente, simplement pour dire que mon cerveau avait confondu, enfin mêlé, entremêlé les dates. Enfin, je crois que c'était moi la grande confusion. Mais heureusement, Anthony est là qui m'a rattrapé par le col et m'a dit non mais enfin on peut pas rester sur un événement avorté comme celui-là. On reprend date. Et voilà, je suis très très heureux d'être là. Écoute, merci déjà pour cette question. Donc, on commence par parler musique. Parfait. Euh, Moi, j'ai fait le conservatoire de Nice, mais j'étais renvoyé du conservatoire. Alors, c'est vrai que ma carrière musicale, dans un premier temps, je crois, elle ressemble, enfin, elle a ressemblé à une confrontation dans une certaine mesure. Autrement dit, très très rapidement, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis rendu compte que j'étais véritablement insoluble au sein de l'institution. Bon. Et une fois envoyé du conservatoire, faisons encore, allons encore un peu plus avant. J'ai abandonné la musique après ce renvoi parce que ça a été un vrai traumatisme. C'est un vrai désaveu. On te renvoie et tu te dis bon, bah, finalement, ce dont je rêvais, c'est pas pour moi. Bon. Et je me suis jeté dans la peinture. Et là, c'est le grand artiste Ben, que vous connaissez sans doute, Ben Vautier, qui m'a fait faire ma première exposition. Et puis ensuite, j'ai commencé à peindre la musique. Et petit à petit, dans cette espèce de jeu d'avant-garde, etc., je me suis excité au maximum et j'ai produit un certain nombre d'œuvres plus terribles les unes que les autres. Mais ce qu'on appelle la musique incidentale, puisque je dirige maintenant depuis 2006 et j'ai fondé un ensemble de musique incidentale, c'est pour moi, je t'avoue, et je vous avoue, de plus en plus difficile de le définir. Parce que quand on commence avec l'idée de créer un concept fort, prenons le cas d'ailleurs du surréalisme. Au départ, André Breton écrit en 1924 le manifeste du surréalisme. Eh bien, moi, j'ai écrit un article très très long qui a été publié en France et ailleurs, qui était la présentation de ce concept, de cette idée, de ce souffle-là que j'appelais la musique incidentale et qui consistait dans un premier temps à tout renverser. Il me semblait qu'on en avait fini et qu'il fallait en finir définitivement avec le passé et qu'il ne s'agissait pas ni de l'étouffer ni de le brûler. Je ne suis pas du tout partisan de l'autodafé. Mais il me semblait que le meilleur moyen, le plus burlesque et le plus saisissant, c'était de se servir des grands poncifs de la musique, l'air du Toréador de Carmen, les quatre saisons d'Ivaldi, que c'est, ces grands morceaux, n'est-ce pas, ces grands pans, n'est-ce pas, de ce best-of, si vous voulez, de la musique classique, et de les renverser au sens vraiment les renverser et d'en faire des œuvres parfois furieusement burlesques. Bon. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas éternellement vivre
entre les murs d'un concept. Quand bien même on serait soi-même l'inventeur de ce concept-là et de cette notion. Donc, si vous voulez, la notion de musique incidentale, elle a évolué avec moi. Et si vraiment je voulais être tout à fait honnête aujourd'hui, je dirais que la musique incidentale, c'est moi. Mais que, évidemment, ça ne veut peut-être rien dire pour celles et ceux qui m'apprennent, qui me connaissent et qui font connaissance avec moi. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est prenez mes œuvres du début, mes premières œuvres de compositeur, et venez me rejoindre avec celles que je suis en train de composer en ce moment. J'ai une création, par exemple, le 18 juillet, eh bien, vous verrez qu'il y a une vraie logique dans cette fureur qui était la mienne de tout renverser, mais pour arriver aujourd'hui à des œuvres qui me semblaient être des œuvres qui, au contraire, créent et voilà, du nouveau. Voilà. Le 18 juillet, d'ailleurs, c'est un concert gratuit pour l'inauguration de l'ancienne gare de déportation de Bobigny. Oui, tout à fait. Ça va être un très très grand moment puisqu'on m'a chargé d'inaugurer en musique ce dernier lieu de mémoire à inaugurer à Paris et dans les alentours de Paris, puisque c'est l'ancienne gare de déportation de Bobigny. C'est-à-dire que celles et ceux juifs qui étaient déportés à Drancy passaient, aller de Drancy à Bobigny, ce sont des villes voisines, n'est-ce pas? Et de Bobigny, là, traverser cette gare et aller directement rejoindre les convois que vous connaissez, qui les emmenaient directement vers l'Est, c'est-à-dire malheureusement principalement Auschwitz. Et ça va être une très très grande création avec la présence et les discours de Madame Ginette Kolinka, Monsieur Klarsfeld, et puis on attend évidemment les plus hautes autorités de l'État. Et on m'a demandé de faire une création. Alors, en plus des musiques des camps composées dans les camps de concentration que je vais interpréter avec mon ensemble, j'ai aussi reçu la commande d'une œuvre basée sur la poésie d'un homme sublime qui a été déporté, qui était à Drancy, donc qui est aussi passé par Bobigny, qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, un sublime poète, Benjamin Fondal. Et il est mort, bien évidemment, malheureux, assassiné à Auschwitz. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce mélange entre les différents arts. J'ai l'impression que tu fais partie de ce cercle très restreint d'écrivains qui mêlent musique, art, littérature, poésie. J'ai l'impression que tout fait partie d'un ensemble. Et j'aimerais savoir tout simplement comment se crée la première note, comment se crée le premier mot finalement. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre les deux quand tu composes, quand tu écris? Clairement, est-ce qu'il y a pour toi quelque chose qui est uniforme ou au contraire, tu arrives à faire cette séparation des œuvres? Bon, c'est une question fascinante. Je vais essayer d'y répondre. Si vous le permettez, je vais vous répondre le plus honnêtement possible, d'accord? Et autant être honnête, puisqu'on est là tous ensemble, hein. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, enfin le moins possible. Bon. Euh, je crois il faut déjà avoir, pardonnez-moi si ça va vous paraître un peu drôle, mais je pense que c'est la vérité, je crois qu'il faut être un petit peu doué pour la schizophrénie dans un premier temps. Ensuite, la vérité, c'est pas du tout une vue de c'est vrai, c'est ce que je pense profondément. Je vous avoue que lorsque je compose, lorsque j'écris, ou lorsque je joue un morceau à la clarinette de musique klezmer, par exemple, hein, ou du jazz, bon, j'ai le sentiment à chaque fois de faire la même chose. Je veux dire que, bien évidemment, écrire nécessite de savoir écrire. Composer nécessite de savoir composer. Souffler dans une clarinette ou jouer des accords au piano nécessite une technique. Donc, il y a une technique minimum qu'il faut avoir entre les mains, dans sa tête, dans son esprit. Mais je crois qu'il s'agit toujours pour moi d'aller me retrouver à l'endroit où je demeure. Et c'est pas de la poésie, c'est pas une expression. J'ai l'impression à chaque fois, je sais pas, de remonter à rebours d'un chemin et de retourner à moi. Et comment arrive, elle est géniale cette question, elle est géniale ta question, comment arrive la première phrase, comment arrive la première note? Écoute, comment un fruit tombe de l'arbre? Je pourrais te poser la question. Je crois et je vais vous donner, euh, je vais vous faire le cadeau, si je puis dire, du plus grand cours de composition que je n'ai jamais reçu. Et c'est un cours, pour moi, magistral, que j'ai eu la chance de recevoir en privé d'un compositeur américain très connu, très célèbre, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Philip Glass. Vous
compositeur vraiment sublime. Et il donnait un concert à Rouen, il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Et il y avait une soirée mondaine qui lui était naturellement offerte, au sein de l'opéra, etc., etc. Puis moi, j'ai attendu parce que j'avais vraiment envie de croiser cet homme dont vraiment j'admire l'œuvre très, très profondément. C'est un compositeur ultra prolixe. Enfin, je veux dire, c'est aussi prolixe qu'un Vivaldi, si vous voulez. On peut lui reprocher de faire un peu des œuvres qui se ressemblent, mais on ferait le même reproche à Vivaldi. Bon, il sort de ce concert-là, je l'attrape par le bras et on passe tous les deux une demi-heure à marcher la nuit dans Rouen. C'était un moment sublime. Et il m'a raconté une histoire. Et comme ça, vous saurez tout de mon processus créateur. Il me raconte qu'un jour, son fils, petit, de 12 ans, vient le voir et il lui dit, papa, 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 j'aimerais composer une musique, est-ce que tu peux m'aider? Et Philippe Glass, bon, immense compositeur, aurait bien sûr pu l'aider, mais il lui dit, mais non, écoute, je ne peux pas t'aider, mon fils. C'est mieux que tu le composes tout seul. Et l'enfant lui dit, oui, mais moi, je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait pour composer? Et Philippe Glass lui dit, cette phrase géniale, c'est simple. You sit at the piano and then the music comes. Tu t'assois au piano et alors la musique vient. Eh bien, c'est exactement ça pour moi, composer et écrire. Quand je n'y arrive pas, c'est que je suis incapable de m'être assis. Voilà. Donc, ça n'est pas ni une recette, ni rien que ce soit. Je veux dire, cette phrase a agi comme un koan zen, vous savez, ces phrases que disaient les maîtres zen, comme ça, et ces petites phrases qui ont l'air un petit peu simples, mais qui sont très profondes. Écoutez, moi, quand je compose, quand j'écris, je m'assois au piano ou à mon bureau, and then the music comes. Très bien. Alors, justement, dans les deux ouvrages qu'on va évoquer ce soir, il y a quand même aussi le fond, la forme, tout est aussi différent, singulier. Dans les deux ouvrages, hein, c'est véritablement une constante, j'ai l'impression, chez toi. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir... Est-ce que la forme, justement, est plus importante pour toi quasiment que le fond? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui rejaillit, qui ressort de ton œuvre en mettant la forme de manière extrêmement déstructurée? Dans Juste avant d'éteindre, c'est évidemment flagrant. Dans Pour Tommy, c'est déjà un petit peu différent, mais il y a quand même le côté dessin de Bedřich Frita et ton texte ensuite. Il y a quand même des ouvrages qui sont protéiformes et c'est ça qui en donne aussi tout le sel. J'aimerais que tu nous parles de cette volonté aussi d'avoir des textes, des livres qui sont très différents au cœur même, en tout cas en leur sein. Oui, ben, je te remercie de le noter. Et puis, de toute façon, c'est assez flagrant que tu puisses me poser cette question. Euh, Si je voulais être sévère, je commencerai par une citation d'Orson Welles qu'on trouve de temps en temps, vous savez, sur les cartes postales qu'on s'envoie là. Il y a des petites citations. Il dit, tout ce qu'on apprend à l'école, ce sont des conneries. Bon. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'Orson Welles, même dans sa géniale exagération, n'a pas tout à fait tort. Un professeur de français vous dit toujours, lorsque vous faites vos premières rédactions, hein, vos dissertations, il vous dit, écoute, d'abord le plan, introduction, première partie, deuxième partie, enfin, thèse, antithèse, voilà, tout ce genre de trucs, vous savez, conclusion. Mais à l'intérieur du plan, tu es libre. Bon, eh bien moi je crois que ça, ce sont vraiment des conneries. Pourquoi la forme de mes écrits, et tu pourrais aussi le dire d'ailleurs du roman qui précède, des livres aussi qui sont là et de mes compositions. Je crois que c'est l'inverse. Voilà ce que moi je ressens. C'est l'inverse de ce qu'on apprend à l'école. C'est d'abord la liberté. Et la liberté qui, de toute façon, exigera un plan. Je veux dire, c'est ça qui compte. D'abord, tu es libre. C'est-à-dire, d'abord, tu laisses tomber le fruit de l'arbre, d'abord, tu t'assois, d'abord la première phrase, et de toute façon, d'une phrase à l'autre ou d'une note à l'autre, parlons littérature, puisque là, on reste sur les livres, très bien, bon, d'une phrase, ben, une phrase exigira un paragraphe, et un paragraphe, un chapitre. Et petit à petit, c'est cette liberté totale qui va exiger un plan. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, mes livres sont avec des plans qui paraissent extravagants, mais ils le sont d'un point de vue naturel, puisque c'est cette liberté qu'il exige. Et c'est ça qui donne. J'espère en tout cas, en tout cas, on n'a jamais fait le reproche, mais ça n'enlève rien à la fluidité de la lecture. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Donc vraiment,
faites l'inverse de ce que, enfin, je suis pas là en train de donner un cours d'écriture, mais je veux dire que il s'agit vraiment pour moi d'abord d'être libre, et ensuite c'est la liberté qui exige son plan. Et c'est pour ça que ce plan, ces plans, ne ressemblent, qu'à de très rares exceptions, à d'autres livres. Alors, il y a aussi d'autres points communs, et c'est notamment à travers ces deux livres, on commencera par les questions justement qui relient ces deux livres, et ensuite on finira, on continuera avec chaque livre. Mais pour le coup, c'est l'humour. L'humour qui transparaît dans les deux livres. Alors, l'humour au sens large, parce qu'il est parfois terrible, parfois noir, parfois ironique, parfois sarcastique, mais il y a quand même cet humour qui transparaît dans des sujets extrêmement lourds, extrêmement graves. Est-ce que tu te poses la question au moment d'écrire justement sur le bon curseur, sur le bon tempo à avoir pour ne pas forcément peut-être choquer, pour ne pas, pour avoir une certaine limite? Comment tu jauges la matière humoristique à travers ce que tu écris dans les camps de concentration notamment? Déjà, je crois, contrairement à certaines personnes qui, à une certaine époque, ont pratiqué l'humour et qui ont dérivé vers l'indécence, et je citerai aucun nom parce qu'il y a deux, trois noms qui me viennent tout de suite à l'esprit et qui se servent justement de la Shoah pour dire ah ben on peut en rigoler, que ils ont simplement oublié quelque chose, c'est que l'humour a une éthique et que c'est ça qui est le plus important. Donc au départ, il s'agit d'avoir une éthique. Et pour moi, il ne s'agit jamais de rire des morts, il s'agit toujours de rire de la mort. C'est ce qui, à mon avis, fait qu'on peut rire. C'est que vous, comme moi, comme nous tous, comme celles et ceux dont je parle, sont confrontés et ont été, et nous le serons tous, et nous le sommes, confrontés à la mort. Bon, eh bien, on a quand même le droit de lui rire au nez à cette mort. Pour autant, et c'est ça, à mon avis, ce qui sépare l'humour la, comment dirais-je, justement, ou de l'humour de ceux qui prétendent faire rire par la moquerie la plus abjecte, c'est que ces gens-là n'ont pas d'éthique. Donc moi, je sais, et j'ai la chance quand même de l'avoir éprouvé beaucoup, beaucoup sur scène aussi, quand je joue les musiques des camps. Les concerts sont, vous avez quelqu'un qui pleure et 5 minutes après, vous avez quelqu'un qui raconte, qui éclate de rire. Donc c'est et des moments de joie et des grands moments de burlesque. Mais regarde, pardonnez-moi, bien sûr, je ne saurais pas me comparer à un génie comme celui-là, mais regardez Chaplin. Voilà un homme qui rit de la pauvreté, voilà un homme qui rit de gamins orphelins, voilà un homme qui rit de la misère, et à aucun moment il y a de l'indécence. Voilà, je crois simplement, il s'agit simplement d'avoir un peu de cœur, un peu d'éthique, et c'est le cœur qui vous dicte si oui ou non vous êtes sur le bon rire. Mais voilà, il y a une éthique du rire, ça c'est certain. Et je dirais même, un jour, Marc-Alain Ouaknin, que vous connaissez peut-être, qui anime cette émission fantastique où j'ai la chance d'être invité à chaque sortie de livres et de disques, et nous sommes devenus vraiment vraiment de très très bons amis. Marc-Alain Ouaknin, donc ce rabbin, philosophe, que vous pouvez entendre tous les dimanches matins sur France Culture, m'avait fait remarquer une fois que le mot de Auschwitz, n'est-ce pas, était composé et il avait été, comment dirais-je, inventé par les Allemands, puisque vous savez que le nom de la ville en polonais, c'est Auschwitz. Et pourquoi est-ce qu'on dit Auschwitz? Bon. Eh bien, regardez, coupez le mot en deux. Vous avez, et là, c'est le talmudiste génial Marc-Alain Weiknin qui parle, n'est-ce pas? Mais bon, d'un côté, vous avez Aus, en allemand, qui veut dire dehors. Et de l'autre côté, vous avez Witz. Et le Witz, c'est l'humour. Et c'est même typiquement l'humour juif. Freud a écrit un très très beau livre qui s'appelle Le Witz, je vous le recommande. Ainsi donc, les Allemands ont créé un mot dans une espèce de conscience inconsciente, inconsciente, quand vous voulez, mais qui dit Auschwitz, en dehors l'humour, en dehors le rire. Donc, si on a la chance d'être doté d'une éthique, il n'y a rien de plus urgent que de reconvoquer le rire là où les nazis ont dit ici Auschwitz, en dehors le rire. Donc moi je pense à presque, c'est un peu un état naturel pour moi de trouver la vie plutôt joyeuse, mais c'est devenu avec le temps pour moi au contraire quelque chose d'important de ne pas obéir à ce en dehors le Witz Auschwitz. Je rebondis aussi sur l'humour, c'est tu te moques notamment beaucoup des nazis. Tu n'hésites pas à les insulter, notamment à modifier leur nom de famille,
Il n'y a finalement aucun filtre. Est-ce que tu t'es posé aussi pendant l'écriture cette question-là? Est-ce que tu t'es dit jusqu'où je peux aller concrètement aussi pour les insulter, pour comment dire, les piquer au vif? Il y a des phrases magiques. Évidemment, je te cite, page 25 de Juste avant d'éteindre. Là, je me suis dit que si les Allemands, en plus de vérifier nos bits, étaient scrupuleux au point de se mettre à compter nos couilles, on avait peut-être une chance de gagner la guerre. Parce que tatillons comme sont les nazis, il suffirait d'une couille en moins dans leur addition pour faire vaciller leur conception du monde et toute leur philosophie ancestralement binaire qui n'a jamais su compter que jusqu'à deux. Oui, mais alors moi, je vais te dire, là, pour le coup, quand il s'agit des nazis, je ne m'impose aucune barrière. Après, je crois, et c'est dans le cas d'Emporte où à la fin, il y a même j'invite même à massacrer leur nom, c'est-à-dire à modifier leur orthographe, à les envoyer vers l'oubli, vers l'erreur, vers la coquille, n'est-ce pas? Parce que je crois que, et faisons un sondage dans la rue ou donner ici des noms comme ça. Je veux dire que nous sommes beaucoup plus largement capables de donner le nom des terroristes, du Bataclan ou même des grands chefs nazis que de donner le nom de gens qui ont été assassinés au Bataclan. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner le nom d'une des victimes du Bataclan? Pourtant, on a tous en tête le nom de ceux qui ont tiré là-dedans et des terroristes. Je veux dire que maintenant, il nous faut, et c'est ça aussi pour ça que je joue les musiques des camps, bon, je veux dire qu'il est plus urgent de remettre dans le jeu de la vie le nom de ces gens-là, leur présence, et il me paraît plus important, à mon sens, de salir le nom des nazis. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai composé une pièce que j'ai dédiée à une amie qui est morte maintenant, qui était violoniste dans l'orchestre d'Auschwitz, voilà, dans l'orchestre des femmes. Et j'ai composé une pièce qui s'appelle La rêverie de Mengele. Cette rêverie de Mengele, simplement, faisait référence à un jour où Mengele, vous savez, ce fameux médecin, cet abject homme qui se prétendait dandy, prétendait mélomane et qui torturait, assassinait les femmes, les enfants avec sa blouse blanche. Bon, un jour, cet homme-là, il vient et il demande à ce que l'orchestre lui joue, rien que pour lui, la rêverie de Schumann. Bon, j'en ai fait une pièce que j'ai dédiée à cette femme qu'elle est venue entendre, c'était un grand moment. Mais je me rappelle que un jour, pendant que j'étais en train de composer ma pièce, j'avais le manuscrit sur mon bureau et il y a un de mes fils qui était tout petit qui est passé et qui m'a dit Papa, papa, c'est qui mange-le en lisant le nom. Et je me suis dit il a raison. Maintenant, il nous faut désapprendre ces noms et apprendre les bons noms, les vrais noms, ceux qui comptent. Parce que ceux qui assassinent n'assassinent pas simplement une vie, ils enfouissent un nom. Et ça, moi, je pense qu'au contraire, il nous faut déterrer les noms et enterrer ceux des salopards. On les connaît déjà suffisamment trop. Alors justement, il y avait un passage que j'avais noté, page 93, où c'est exactement ce dont tu parles, qui se rappelle le nom d'une seule des putes de Jacques l'Éventreur. Les assassins ne tuent pas pour supprimer une vie, ils tuent pour effacer un nom. Et Et oui, je ne mérite pas qu'on oublie mon nom. L'oubli, c'est la double peine. Si vous pouviez seulement vous rappeler qu'un homme a vécu, cela suffira. Et un peu de l'histoire de ma bouche, moi qui n'ai jamais su vivre dans l'haleine des autres. oui, oui. Oui, c'est le moment où le personnage ne donne pas son nom. Et il ne donne pas son nom parce qu'il ne veut pas qu'on oublie. Il a trop peur qu'on oublie. Et ça, c'est un moment, alors ça a l'air un peu marrant comme ça, mais c'est pas du tout un moment drôle, c'est même l'inverse, c'est un moment un peu tragique ou de crainte qu'on oublie son nom. Il pense pas, il dit je ne mérite pas qu'on oublie mon nom, il préfère le taire. Et donc il s'annule un peu lui-même. Bon, ça c'est le personnage de mon roman en tout cas. J'aimerais qu'on parle également, alors tu évoques un débat notamment sur la séparation entre l'homme et l'œuvre, notamment sur le compositeur Wagner, Oui. que tu démolis avec délice. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation-là? Est-ce qu'il y a pour toi une évidence sur cette question-là de séparation entre l'artiste et l'homme? Alors, il y aurait plusieurs exemples à prendre hein, pour arriver à répondre à cette question qui, évidemment,
se démultiplient et on peut faire plein d'artistes. Alors ça peut être Céline, ça peut être Rebatté, évidemment ça peut être Wagner. Bon. Je te pose cette question parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il y a quelque chose à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on encense Céline parfois, en tout cas beaucoup aujourd'hui, et par contre, de l'autre côté, on peut totalement critiquer n'importe quel autre artiste, ou en tout cas, il y a une différence, j'ai l'impression, de popularité. J'ai l'impression que plus l'artiste est populaire, moins, plus on lui pardonne. Oui. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Prenons le cas peut-être le plus emblématique, et puisqu'on est là aussi pour parler littérature, et je renverrai celles et ceux qui achèteront juste avant d'éteindre à mes pages qui concernent Wagner, mais parlons de Louis-Ferdinand Céline. On sera à peu près tous d'accord ici pour dire que sans aucun doute, que ces deux premiers romans sont, enfin, sont sans aucun doute des très, très, très grands romans. Bon, très très vite, Céline, bon, je parle même pas de ses pamphlets, mais enfin, très très vite, Céline sombre dans une espèce de délire antisémite, stupide, ridicule, qui l'habille d'un style qu'il espère rendre présentable aux yeux du monde de la littérature. Et aujourd'hui encore, il y a des tas de gens qui trouvent que oui, c'est génial, etc. Voilà. Bon, moi, je crois en fait que Céline, après Voyage au bout de la nuit, il a épuisé l'amour. On parlait tout à l'heure d'éthique et d'humour. Je crois que écrire aussi nécessite d'avoir une éthique. Et puisqu'on parlait de l'éthique de l'humour, là, moi, je crois qu'il y a dans la littérature à avoir une éthique de l'amour. Vous comprenez que ce que je veux dire, c'est que Céline ensuite, il passe sa vie à nous cracher la même couleur, la même palette, la même haine. Et une fois qu'il a dit que l'amour était l'infini à la portée des caniches, qu'est-ce qu'il nous offre? Mis à part un petit mot d'esprit qui, bon, peut être drôle, mais qui dans le fond est effroyablement sordide. Moi, je crois en l'amour. Je vais vous raconter une anecdote. Je crois en l'amour comme je crois en Chagall, si vous voulez. Je vais vous raconter une anecdote très drôle. Un jour, je me suis retrouvé à la table. Il arrive à Paris qu'on rencontre des gens. Et je me suis retrouvé dans une pizzeria avec plusieurs amis comme ça, etc. Et je ne savais pas la personne que j'avais à côté de moi. Et j'avais un des plus grands spécialistes de Céline en France. Bon, il écrit une immense biographie de Céline, et je ne sais pas. Bon. Et puis alors moi, je lui disais mon dégoût de l'œuvre de Céline. Je lui disais que le style, ça n'était que la croûte de la littérature et qu'il fallait que tout soit au contraire pénétré d'amour. Et je lui citais Chagall et je lui citais Romain Gary, qui lui n'a jamais failli, ni stylistiquement, ni d'un point de vue de la profondeur de son amour. Toute son œuvre plaide pour ça. Voilà. Et voilà ce que m'a répondu le plus grand spécialiste, ou un des plus grands, comme vous voulez, mais en tout cas, le plus grand spécialiste de Céline m'a regardé, il a enfourné son bout de pizza, comme ça, il m'a dit, ah oui, d'accord, si toi, t'en es encore à l'amour, voilà. Et bien pour moi, c'était génial, c'était, voilà, CQFD. Il y a des gens pour qui l'amour est un truc ridicule, grotesque, ringard. Eh bien, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et chez Wagner, puisqu'on parlait de musique, je trouve qu'il y a, alors là, naturellement, mon personnage exagère un tout petit peu, mais dans l'exagération, il note quand même que c'est un homme qui était un homme de pouvoir. Et qu'à un endroit, Wagner, ça devient du pouvoir et plus de la musique. Alors, on peut aimer, bien évidemment, je veux dire, je ne serai jamais personne d'aimer le prélude de Lohengrin, par exemple. Mais moi, je trouve que le prélude de Lohengrin, si vous le réécoutez, eh bien, il n'y a jamais rien de mieux que de le réentendre lorsque c'est Charlie Chaplin, à la fin du Dictateur, qui fait son grand discours sur l'amour entre les peuples. Rappelez-vous de ce passage-là. Et là, Charlie Chaplin est un petit malin. Il prend la musique de Wagner pour poser sur ce salopard de Wagner le plus beau des discours. Et là, enfin, il rend Wagner présentable. N'oublions jamais, parce que là, peut-être, moi je le sais, mais tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est que Wagner a été le premier à écrire, à inventer même le terme de juiverie. Il a écrit je veux dire pas un article de 10 pages, hein, un livre qui s'appelle La juiverie dans l'art musical. Voilà. Et donc, je veux dire que à ce titre-là, disons que j'ai mieux à faire qu'à fréquenter sa musique. Mais vous savez, c'est un peu comme Jean Kelevitch, dans Jean Kelevitch, ce philosophe génial.
qui, après la guerre, s'est passé complètement, de manière assez radicale d'ailleurs, mais de toute la culture allemande. Sans parler bien sûr des philosophes, des Heidegger, des gens comme ça. Bon, je veux dire, lui, il s'est passé de tout ça. Il dit, voilà, j'ai suffisamment ailleurs avec la philosophie française. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a des gens qui vont me dire, on peut me dire, ah, tu exagères sur Wagner. Écoutez, bon, quand bien même je me passerai de Wagner et de ces quelques pages sublimes, je m'en fous. Et je vais vous dire un truc, honnêtement, je leur en veux. La réalité, c'est que j'en veux à Céline. J'en veux à Céline, sa petite comédie finale, là, ces dernières interviews, là, où il joue le clochard qui a parlé. Vous savez, il est là avec son gilet, on dirait qu'il sort, vous savez, du Père Noël est une ordure, là, avec son gilet qu'on lui offre. Il est là, il parle, et il dit, ah oui, non, j'ai trop parlé, ah, j'aurais pas dû, mais arrête un peu, Céline, tu te fous de la gueule de qui, là, avec ton air de clochard. Bon, voilà, il nous joue la comédie du malheureux clochard, alors que c'est vraiment le salaud ultime. Et je lui en veux. Parce que justement, il a un talent dingue, c'est un écrivain dingue, comme Wagner, bien évidemment, était un grand musicien, et ces gens-là n'ont pas le droit. Je veux dire qu'avoir du génie, ça doit normalement vous responsabiliser. C'est une responsabilité d'avoir du talent, d'avoir du génie, et il n'y a rien de plus responsable d'ailleurs qu'un homme qui parle, comme j'essaye de le faire le mieux possible, que d'un homme, comme d'un homme qui écrit, comme d'un homme qui compose. Voilà. Et cette responsabilité, à mon avis, elle doit être gorgée le plus possible d'amour. Moi, je veux bien faire autre chose que s'aimer, mais je trouve que c'est quand même un moyen de vivre heureux et d'être bien entre nous. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça plus sympathique. Merci Elios pour cette réponse. Alors, on va parler de Pour Tommy, de cet ouvrage très singulier qui parle de Fritz Tossing, qui est le véritable nom de Bedřich Frita, qui est né en 1906. J'aimerais que tu nous parles de cet homme parce qu'en t'écoutant à la librairie Masséna il y a à peu près quelques mois, j'ai été frappé de découvrir cet homme-là, dont peu de personnes ont parlé en France. Il a été adapté dans différents pays, mais pas en France, on le connaît peu. Comment tu es tombé sur cet auteur-là? Comment tu l'as découvert sur ce caricaturiste, sur cet artiste qui a aussi par moments des similitudes avec toi? On a l'impression aussi que tu t'es incarné en Bedřich Frita par moments. En tout cas, j'ai l'impression que les deux livres se répondent comme par inconscience. J'ai l'impression aussi, mais j'aimerais que tu nous parles de lui dans un premier temps pour que tout le monde comprenne aussi qui est cet homme, qui a été cet homme, et ensuite que tu nous parles évidemment de son fils, de Tommy. C'est pas étonnant, tu sais, que les livres se répondent, parce que les livres nous débordent en fait. Et on comprend le livre qu'on a écrit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et on met des années à savoir se relire, et, et je vais inverser même les lettres, et à savoir se relier à nos propres livres. Bon. Donc oui, tu as raison, ces livres naturellement se répondent, font écho l'un à l'autre, c'est sûr. Comment je suis tombé sur les dessins de Bedřich Feta? Simplement parce que depuis toutes ces années, ça va faire 13 ans cette année pile, donc bientôt 15, enfin, depuis toutes ces années où j'interprète les musiques des camps de concentration, je cherche des partitions et donc je me passionne pour cette force de vie incroyable de certains de ces déportés qui créent, voilà, qui œuvrent, qui font œuvre d'art, donc qui font œuvre d'homme, si je puis me permettre. Et donc, au sein de mes recherches de partition, je suis tombé sur des tableaux de Bedřich Frita, en tout cas des dessins, pardon, plus précisément, Bedřich Frita dans un livre. Et puis, je suis tombé, enfin, ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est incroyable. Comment c'est possible autant de densité? Comment est-ce que c'est possible autant de précision? Comment est-ce qu'il a fait pour affoler son regard à ce point pour nous rendre, quand on sait la misère qui était la sienne dans le camp, pour nous rendre avec autant de détails la vie, la survie et surtout la mort, l'encerclement de la terreur? Comment il a fait? Bon. Donc pour moi, je me suis dit, cet homme est un génie. Et j'avais envie, et j'ai reproduit dans un de mes précédents livres sur les musiques composées dans les camps de concentration, qui s'appelle L'enfer aussi à son orchestre, j'avais envie d'avoir un de ces dessins pour séparer le livre en deux. Je suis donc simplement entré en contact avec les ayants droit, voilà, de ce Bedřich Frita. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle David, qui est le petit-fils de Bedřich Frita, et donc le fils de Tommy.
Tommy venait de mourir quelques mois avant, vraiment à peine quelques mois. Et avec David, le fils de Tommy, eh bien, on est tombé amis, comme on tombe amoureux. Et il m'a généreusement cédé les droits que je demandais pour ce livre, l'enfer aussi à son enquête, pour ce dessin. Et il m'a dit, est-ce que, nous parlions, on communiquait en anglais par mail, et puis il m'a dit, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de mon père? Est-ce que vous connaissez les dessins de Tommy? Et moi, je les connaissais pas du tout. Et il me les a donc envoyés. Et j'ai trouvé ça, mais d'une tendresse remarquable et complètement à l'opposé du côté convulsif, si je puis dire, de tous les dessins que j'avais vus de Bedřich Frita. La réalité, c'est que tous les dessins dingues à l'encre noire, avec tous ces personnages qui tremblent, ces vieillards, voilà, ces pendaisons, enfin, ces choses, voilà, la réalité du camp qu'il gueulait sur ces feuilles blanches, tout ça était une œuvre clandestine. Ainsi, il avait, puisqu'il était directeur d'un département de dessin technique que les nazis avaient créé, parce que les nazis avaient besoin de graphiques, de plans et aussi de petites aquarelles de propagande pour dire comme il faisait bon vivre dans le camp et que les juifs n'avaient pas à se plaindre et on voulait essayer de rassurer l'opinion internationale. Donc on faisait voilà, il y avait un groupe de peintres et tous très des petits dessins, voilà, innocemment mensongers. Bon. Et dès qu'ils en avaient la possibilité, il y en avait deux, trois qui montaient la garde et un autre qui dessinait la réalité la plus terrible, la plus abjecte. Voilà. Et ces dessins-là sont d'une facture complètement différente des dessins qu'il a fait pour Tommy, pour l'anniversaire de son fils dans le camp, qui sont mais d'une beauté, d'une tendresse, des petites aquarelles, d'une rondeur. Enfin, je veux dire, vous voyez, enfin, quand je vous parlais du spécialiste de Céline tout à l'heure qui disait ah, si t'en es encore à l'amour, eh ben ouais, là on est encore à l'amour, on est même que là-dedans. C'est l'amour d'un père qui aime son fils et qui, à défaut de pouvoir lui offrir un gâteau d'anniversaire pour ses 3 ans, eh bien, il lui offre le dessin et la petite peinture de ce petit gâteau d'anniversaire qui ouvre le livre avec 3 petites bougies. Ben, moi, je trouve pas ça ringard du tout, monsieur le spécialiste de Céline, s'il est là. Et voilà, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et si vous voulez, du coup, on comprend tout ce qui s'est passé, mais par l'inverse, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a cet écran d'amour qu'il offre à son fils, ces 52 aquarelles sublimes, tellement belles, tellement douces, et du coup, on retourne le livre et on comprend l'enfer. Chaque dessin raconte deux histoires. Elle raconte le message d'amour, et derrière le message d'amour, eh bien, il y a l'écran de la vérité. C'est celle que nous, vous et nous connaissons. Et c'est aussi celle que racontent ces dessins les plus terribles que j'avais vus. Pour moi, c'était, voilà, une fois que j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, bon, on ne peut pas le laisser impublié, c'est impossible. Alors justement, comment tu expliques qu'on soit passé à côté depuis si longtemps, puisque les éditions, l'édition de Pour Tommy a été publiée en Hollande dès 1980, en Allemagne, en Tchéquie, au Royaume-Uni, en hébreu. Là, on publie la traduction française aujourd'hui. Comment on a pu passer à côté de cet artiste, alors qu'en France, on est quand même attaché à cette valeur des illustrateurs, des caricaturistes. La caricature, c'est quand même un art très français aussi. Comment on a pu passer à côté de cet homme aussi longtemps? De cet homme et de tous ces autres hommes. On parlera sûrement de Léoas tout à l'heure aussi. Bien sûr. Oui, oui, comment? Eh bien, comme parfois on peut vivre pendant 3 ans au-dessus d'un homme et sans lui adresser la parole et se rendre compte, en fait, qu'il va pas bien et qu'il s'est suicidé ou c'est-à-dire que simplement par aveuglement. Comme on peut se rendre compte au bout de 2 ans qu'on travaille dans le même bureau qu'une femme et finalement qu'on l'aime et qu'on s'en est pas rendu compte simplement parce que voilà, parce qu'on n'a pas ouvert les yeux à ce moment-là. Bon, après, il y a peut-être un autre caractère, c'est que le camp de Terezín, c'est la République tchèque, donc c'est un peu moins connu, n'est-ce pas? C'est quand même une langue qui est moins. Enfin, Kafka, le génial et sublime Kafka, qui s'est fait d'ailleurs, pour celles et ceux qui aiment la littérature, qui suivent la grande librairie, qui s'est fait lamentablement écorcher, vous l'avez sans doute vu, certains d'entre vous, dans l'émission par Faiza Again, romancière de Kif Kif Demain,
tout s'explique, n'est-ce pas? Et par Monsieur Besson. J'ai pris son dernier roman la dernière fois à la gare, Monsieur Besson. L'épigraphe de son dernier roman est une citation de Big Flo et Oli. Donc, je comprends que cet homme comprenne Kafka au bout de 2 lignes. Vraiment, là, c'est vraiment les bras m'en sont tombés, le livre par terre avec. Bon, mais je veux dire que mis à part Kafka, donc qui est pragois, mais il écrit en allemand. Donc, peut-être qu'il y a aussi une barrière de la langue. Béréš Feta est tchèque, il écrit en tchèque. Voilà, il y a peut-être, voilà, et le camp de Térésine est peut-être moins, comment dirais-je, même si une partie de son histoire est connue, des spécialistes. Je veux dire, en France, on est quand même beaucoup plus avec le camp d'Auschwitz, l'histoire d'Auschwitz, le camp de Térésine. On comprend peut-être moins, j'allais dire, entre guillemets, son statut. Ne serait-ce aussi parce que, précisément, il avait un statut qui était entre le camp de concentration et le ghetto. Voilà, c'est peut-être simplement parce que c'est une histoire moins authentifiée. Je ne pourrais pas donner de raison, mis à part voilà, celle que j'essaye d'argumenter là. Alors, Kafka, justement, il y a une sœur de Kafka qui est passée par Theresienstadt, Oui, également Marceline Loridan Evans, Robert oui. Desnos. J'aimerais que tu nous parles de ce camp de concentration qui est si particulier aussi et qui fait Hum. partie de Bedřich Fita. Euh, Tiens, revenons, si vous le voulez bien, 30 secondes. Puis après, tout ça finira dans les poubelles de l'histoire. Et revenons à la grande librairie, puisque tu me parles de la sœur de Kafka. Elle est morte, la sœur de Kafka. Assassinat à Auschwitz. Vous avez remarqué la petite phrase de Feisagen qui dit à la page 50, j'ai envie de lui mettre un coup de bégon. Faites juste, comme puisqu'elle parlait de la métamorphose et donc de ce cafard, n'est-ce pas, à qui voulait mettre un coup de bégon. Mais je dis pas ça pour rien. C'est parce que faites une petite recherche sur Internet, vous tapez le mot bégon sur Wikipédia, et vous allez voir que bégon a été inventé par une firme conçue, cet insecticide a été conçu par une marque qui s'appelle Bayer, B-A-Y-E-R. Regardez Bayer et vous verrez que c'est Bayer qui a conçu le Zyklon B. C'est très drôle, très tragique. Et moi, ça me met en rage de voir à quel point les inconscients parlent quand un écrivain dit j'ai envie à Kafka de lui mettre un coup de bégon. Vous voyez ce que dans le fond, dans le très fond, il veut dire. Bon, mais c'est autre chose. Et puis j'ai pas envie de parler de ça. Ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai même oublié ta question. C'était quoi? Là, je voulais que tu nous parles de ce camp de Theresienstadt où sont passés justement tant de personnages connus et surtout de talents malheureusement perdus. Oui, oui, oui. Theresienstadt, voilà, je me reconcentre, c'est bien. Remettons-nous sur la bonne voie. Voilà. Theresienstadt était une ville fortifiée, une citadelle au nord de Prague, 50-60 km. Et les nazis s'en sont servis pour entasser là-bas les juifs tchèques et aussi d'ailleurs des juifs allemands. Et ils les ont entassés là-bas. C'était, pardonnez-moi l'expression, mais pour faire patienter. Parce que le projet, finalement, de Eichmann, c'était de faire en sorte que Térésine puisse servir avec le temps de vitrine. Et cette vitrine devait servir à un immense mensonge, une immense propagande que les nazis naturellement orchestraient, simplement pour rassurer le monde sur le fait que les juifs n'étaient pas si maltraités. Regardez cette petite charmante bourgade provinciale au nord de Prague, où les juifs ils vont bien, ils lisent, ils font des conférences, ils vont au concert, etc., etc. Et ils sont arrivés en fait à inviter un émissaire de la Croix-Rouge, un toubib, le docteur Rossel, qui est arrivé avec sa petite auto, avec son petit manteau, comme dit Jacques Brel, n'est-ce pas, et qui est arrivé devant la porte du camp de Térésine. Et on lui a fait visiter le camp, escorté par évidemment des juifs et des nazis, une boulangerie, il a assisté à une représentation d'un opéra. Sur la place de la ville, il y avait un petit kiosque avec un groupe de jazz qui s'appelait les Ghetto Swingers, qui était là, qui faisait de la musique. Et ce docteur Rossel n'a rien vu ou n'a rien voulu voir.
il est ressorti et il a fait pour la Croix-Rouge un rapport en tout point positif en disant que toute cette ville était charmante et qu'il n'y avait rien à en dire. Voilà. Térésine ou Theresienstadt, puisque c'est le nom allemand, donc la ville de Thérèse, Theresienstadt, était en fait un leurre abject, parce que ces juifs qui étaient là, qui mangeaient au restaurant, qui allaient à la boulangerie, qui faisaient de la musique, qui faisaient de la peinture, qui assistaient, bon, tout ça c'était un mensonge qu'on avait envoyé vers la mort, toutes celles et ceux qui n'étaient pas présentables, tous les vieillards, tous ceux qui étaient à deux doigts. On avait nettoyé le camp, on avait repeint les devantures. Tout ça, c'était, comme disent maintenant, comme on dit maintenant, c'était fake, c'était complètement faux, c'était un mensonge. Et cet homme-là n'y a vu que du feu. Voilà, en gros, c'est ça le grand rôle sordide et abject de Eisenstadt, c'est d'avoir servi le grand mensonge de la propagande nazie conçue par Eichmann, que les Juifs étaient très très bien dans cette petite ville. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre, puisque ça n'était pas un camp d'extermination, il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas de chambre à gaz à Auschwitz, ça n'était pas un camp d'extermination. C'est pour ça que les Juifs, comme dans un ghetto, eh bien, bon, une vie s'organisait. Il y avait d'ailleurs une autorité juive du camp, voilà, qui organisait la vie, ou appelons ça la survie, ça me paraît quand même beaucoup plus juste que la vie. Et donc, bon, bah, il y avait des musiciens, il y avait beaucoup de concerts, voilà, il y avait des peintres, enfin, vous voyez, voilà, dans l'étroitesse de cet enfer-là, eh bien, se faufilait l'art et se faufilait un certain nombre de gens qui pouvaient écrire, penser, s'aimer, c'était beaucoup plus difficile, les hommes et les femmes étant séparés, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, il a curieusement, de façon dingue, de façon impensable, l'art a existé là-bas. Ce qui, justement, dans cet enfer dont tu parles, ce qui est effarant aussi, c'est de voir que cet homme-là euh, a réussi à dessiner pour son fils quand même, comme si il avait une sorte d'aura lumineuse euh, pour sortir du camp. Enfin, c'est quand même impressionnant de se dire qu'un homme dans ce camp-là a quand même pensé à autrui, a quand même pensé à son fils, a quand même réussi à aller au-delà de sa souffrance, de sa misère. Euh, enfin, je trouve ça assez fascinant. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette bonté d'âme, même pour un enfant. Est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? Est-ce qu'il y a, parce qu'en fait, les dessins sont, on le redit, hein, mais il y a 52 aquarelles qui sont retranscrites dans le livre en couleur, avec des petits témoignages, des petites phrases. C'est vraiment très succinct. Et ensuite, tu interviens en tant qu'écrivain dans une longue, comment dire, dans un long texte séparé en différents chapitres et agrémenté des peintures de Bedřich Frita. Mais avant ça, il y a quand même ces dessins qui sont tellement marquants dans le contexte qu'il est en train de vivre. Est-ce que alors, je ne vais pas te poser la question de savoir si tu aurais fait la même chose, mais en tout cas de manière plus noble, de manière plus grande, en prenant un peu de hauteur, comment on explique un tel altruisme? C'est l'amour qui régit tout ça, comme tu le disais tout à l'heure. On a Ah, l'impression que... alors, oui, enfin, pardon, parce que on va me dire, il nous met l'amour à toutes les sauces, mais comment expliquer ça autrement que l'amour d'un père pour son fils? Enfin, comment expliquer ça autrement? Euh, il y a aussi, alors, le statut de Bedřich Frita, qui donc dirigeait ce département de dessin technique, ça lui, ça lui permettait d'avoir le privilège, impensable d'ailleurs là-bas, de vivre avec son fils et sa femme dans un tout petit appartement de rien du tout, misérable, au-dessus de son bureau de dessin. Donc, en fait, il avait quand même, lui, le privilège d'être avec son fils et sa femme et de vivre ensemble dans des conditions abjectes, de terreur absolue, mais n'empêche qu'il y avait ça. Alors qu'à Thérésine, les hommes et les femmes étaient séparés, les enfants, enfin voilà. Donc, bon, il y avait cette proximité-là, mais j'ose imaginer sans aucun doute que n'importe quel père ne peut que se jeter dans les bras de son enfant, et même surtout en son absence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, je crois que oui, pardon, l'amour. Et d'ailleurs, est-ce que le fait qu'il ne lui ait pas écrit pour plus tard, qu'il ne lui ait fait, entre guillemets, alors non, il me semble qu'il a écrit d'autres textes pour lui, mais
mais sans certitude. Je ne sais pas s'il a que Non, dessiné. non, 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 il n'a que dessiné. Ces Dessiné. 52 aquarelles, ces dessins, ces couleurs, c'est l'intégralité de ce que cet homme-là a légué à son fils. Et c'est ça qui en fait un héritage sublime et bouleversant. Bedřich Frita va se faire prendre. Il va se faire prendre avec ses dessins clandestins dont je vous parlais tout à l'heure. Il va se faire avoir, on va le repérer. Lui, les peintres, on va tomber sur des dessins. Et il va apprendre la veille son arrestation. Il sait que les dessins ont été trouvés. Et donc, il prend cette ultime journée pour organiser, comme on dit à Auschwitz, organiser, c'est-à-dire se débrouiller une malle de métal, enfin une caisse, voilà, en métal, où il va mettre tous ses dessins clandestins et en dessous tous ces dessins, le fameux petit livre pour Tommy, ce petit chef-d'œuvre-là qu'on publie donc pour la première fois, comme tu le disais, en français. Et il enterre ça sous contre le mur d'une vieille ferme. Donc il enterre sous terre, bien évidemment, il met ça contre le mur d'une vieille ferme du camp. Dans une caisse en métal. Dans une caisse en métal, absolument. Et le lendemain, comme prévu, lui et ses camarades peintres sont arrêtés, identifiés, envoyés au cachot, torturés. Le premier jour, Adolf Eichmann lui-même est là pour mener les interrogatoires. Adolf Eichmann, c'est le bras droit d'Hitler, c'est celui qui a conçu la solution finale. Il est là devant Bedřich Frita. Inutile de vous dire que les hommes souffrent, que certains meurent sous la torture. Mais, et c'est là où ils sont sublimes, c'est qu'aucun n'avoue ni qu'ils sont l'auteur de quoi que ce soit, ni que les dessins sont planqués, et encore moins, enfin, où ils, voilà, ils se taisent, ce sont de purs résistants. Ils sont donc naturellement, Bedřich Frita, lui, et ses amis peintres, sont envoyés vers l'Est. À l'époque, l'Est, ça voulait dire principalement, encore une fois, à Auschwitz. Et on peut imaginer que dans le convoi qui le mène vers Auschwitz, Bedřich Frita parle à un autre ami peintre, qui a aussi lui fait de sublimes dessins. Cet ami-là, cet homme-là s'appelle Léo Haas. Et ces deux hommes parlent dans le wagon. Et Léo promet à Bedřich Frita la chose suivante. Il dit, écoute, si je vis, et si toi tu devais mourir, si je vis, eh bien j'adopterai ton fils Tommy. Il se trouve qu'arrivé à Auschwitz, Bedřich Frita meurt 6 jours plus tard, et Léo Haas survit. 2 jours après la guerre, 2 jours après la guerre, le camp libéré où il était à Sachsenhausen, c'est-à-dire dans la banlieue. Il était passé d'Auschwitz, ensuite il était allé dans la banlieue de Berlin. Bon, un autre camp connu, Zaxo. Bref. 2 jours après la fin de la guerre, cet homme-là, Léo Haas, non mais qui fait une parole sublime, eh bien il retourne en République tchèque. Il retourne à Térésie, où il retrouve d'ailleurs sa propre femme et le petit Tommy, qui en même temps avait perdu sa vraie mère, sa maman, qui était morte du typhus dans le cachot. Et cette femme, la femme de Léo Haas, avait pris le petit bébé, l'avait extirpé du cadavre de sa mère et a dit, ben moi je le garde. Et Léo Haas a pu accomplir sa promesse de Mensch, comme on dit en yiddish, Mensch, c'est-à-dire sa promesse d'homme, et il a adopté Tommy. Et en plus, ils s'étaient avoués l'un à l'autre où étaient leurs dessins, où ils avaient planqué leurs dessins. Et Léo Haas est allé déterrer les dessins de Bedřich Frita et donc aussi le livre de Tommy. Et quand je vous parle de dessins, je ne vous parle pas de 10, 20 ou 30 dessins. Il y a 300 dessins, esquisses et dessins. Certains dessins font 1 mètre. J'ai eu entre les mains des dessins qui faisaient 1 mètre au musée juif de Berlin. Bon, je veux dire que c'est immense. Donc je veux dire que, encore une fois, bien sûr qu'il s'agit d'un livre pour Tommy. Mais au-delà de ça, honnêtement, quand on regarde le trajet qu'il a emprunté pour arriver jusqu'à nous, pour que vous puissiez avoir à Nice comme ailleurs, dans des très bonnes librairies, comme dans des moins bonnes librairies, enfin en bref, que vous puissiez avoir ce livre entre les mains, pour moi c'est un miracle. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Je trouve que c'est incroyable. Vous avez prévenu, c'était une histoire incroyable, c'est moins qu'on puisse dire. Alors on va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite. Et Elios, si tu peux préparer le premier extrait de Pour Tommy pour commencer, et on parlera de juste avant d'éteindre, juste après. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1.
C'est parfait. Merci. Alors, je vous fais une petite lecture d'un passage. Et oui, 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 on y va. L'ombre avale les Juifs. Interdiction de se rendre au théâtre, interdiction d'aller au cinéma, interdiction d'aller au concert, ni même à une manifestation sportive, et interdiction de posséder une radio, interdiction de posséder un appareil photo, interdiction de posséder un phonographe, interdiction de posséder une machine à écrire, interdiction de posséder un instrument de musique, interdiction d'utiliser un téléphone, et interdiction de porter une fourrure, et interdiction de posséder une paire de skis, et pas de journal, et pas de fruits, et pas de sucre, et pas de cigarettes. Interdiction de posséder un chien ou un chat, et pas le droit de se promener dans un parc. Et on ne dit pas bonjour à un arien, même si c'est votre ami. Et si c'est votre ami, il a tout intérêt à ne pas vous dire bonjour. Couvre-feu à 8 heures du soir, les Juifs avalent l'ombre. Ça dénonce à Prague. C'est le triomphe des concierges. Et dehors, l'étoile jaune. Et chez toi aussi, puisqu'elle est cousue sur toutes les vestes, toutes les chemises, toutes les robes. Même chez toi, on te désigne, même ton miroir te dénonce. Voilà un premier extrait. Ça va être difficile de vous dire après ça. Je ne te remercie pas, Elios. Peut-être parler aussi du public destiné à pour Tommy, parce qu'en effet, c'est Oui. intéressant de savoir à qui potentiellement est-ce qu'un enfant peut le lire. Alors un enfant de 3 ans, c'est peut-être plus délicat, mais en tout cas de savoir euh, si c'est destiné à un enfant, concrètement, est-ce qu'il faut que le parent, par exemple, lui ouvre certaines portes aussi pour le guider, pour lui expliquer le contexte? Alors, Un conseil justement par rapport à ça, parce que ça peut être important, je pense, d'orienter les parents et les enfants par rapport à cette lecture-là aussi. c'est une très bonne question, vraiment. Euh, pour Tommy a été dessiné pour un enfant de 3 ans. Lorsque Tommy est mort, Tommy, donc, il a gardé ce livre-là toute sa vie à côté de lui, sous son lit, et l'a lu à ses propres enfants. Toute sa vie, ce livre-là, il a existé. Et quand il est mort en 2015, il a dit peu de temps avant, quand je ne serai plus là, ce livre sera pour tous les enfants du monde. Et je trouve que c'est une très, très belle phrase. Et je pense que c'est très, très vrai. Je fais maintenant beaucoup de salons du livre, beaucoup de rencontres, et j'en suis vraiment infiniment ravi. Je vois le succès de ce livre. Et on me pose souvent cette question. Oui, est-ce que c'est un livre pour les gamins? Alors, déjà, je réponds sans aucune hésitation, oui, bien sûr, c'est un livre pour les enfants. Croyez-moi, il n'y a aucun dessin fait par Bedrich Frita pour son fils de 3 ans qui serait, pardonnez-moi d'employer ce mot un peu à la mode, mais qui serait anxiogène pour un gamin. Non, au contraire, c'est complètement lumineux. Vous avez Tommy en train de faire pipi, Tommy sur une tête de soleil, Tommy en train de faire de l'avion, Tommy, je sais pas, en train de voyager sur une tortue, Tommy déguisé en détective privé. Enfin, je veux dire que vous ne traumatiserez aucun enfant sur Terre avec ces 50 aquarelles. Donc, ah oui, même à 3 ans, on peut le lire. Bah, après, les parents vous lisent, enfin, c'est à eux de traduire les mots. Enfin, ils sont traduits, je veux dire, mais voilà, les parents peuvent lire un enfant de 3 ans, un enfant de 8 ans, ensuite peut le lire tout seul. Ensuite, il y a mon texte, donc qui s'intitule Le creux d'aimer, et qui est qui est le récit historique de toute cette histoire-là, et qui
est une méditation à la fois sur la création comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne me gêne pas pour gueuler ce qui me semble être la vérité, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut inscrire dans la tête des gens. Bon, là, c'est sûr que c'est pour plus tard. Je pense qu'honnêtement, et je n'en fais absolument pas du tout à vous toutes et tous qui m'écoutez, je ne fais pas un argument de vente, mais je crois que c'est un livre qui s'achète pour soi, c'est un livre qui s'offre à ses enfants, et c'est un livre qui s'offre à ses petits-enfants. Et c'est pour ça, pour moi, enfin, et ça, pour moi, c'est l'héritage. Je crois que c'est un livre qui s'hérite. Tommy, enfin, Bedřich Frita, c'est le seul héritage que Bedřich Frita aura pu offrir à son fils Tommy. Et maintenant que Tommy est mort, en 2015, je vous l'ai dit, eh bien, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est autour de nous à ventiler le feu génial de sa présence et de cet amour génial. Donc oui, honnêtement, c'est pour les enfants et pour les enfants qui deviendront grands, il n'y a pas de problème. Alors justement, dans ton texte, à la fin, il est parsemé des peintures, des dessins de Bedřich Frita. Comment tu pourrais les caractériser? Elles sont extrêmement sombres, extrêmement noires, mais en même temps, elles traduisent la réalité de ce qu'il a vécu aussi. Mais comment tu expliques son art? J'aimerais que tu nous expliques aussi sa manière de peindre, sa manière, sa vision en tout cas, par rapport aux peintures qui sont, en tout cas celles qui sont dans le livre. Oui. Avant-guerre, Bedřich Frita était un caricaturiste. Il était engagé dans la presse d'avant-garde contestataire de l'époque, donc communiste, antifasciste. Bon, donc inutile de vous dire que c'était un homme qui était sans doute un des plus doués de sa génération. Et donc, il avait la plume précise et particulièrement aiguë, n'est-ce pas? Eh bien, cet art-là de la caricature ne le lâche pas, même pendant sa déportation et même à Theresienstadt, où il continue d'œuvrer avec vraiment sa maîtrise parfaite de chaque visage, de toutes les intentions, de tout ça. Et ce qui est très, très étonnant, mais ce qui se retrouve aussi dans les musiques que je joue, qui ont été composées à Térésine, c'est que il y a tellement de détails. Enfin, je veux dire que moi, ce qui me sidère, c'est, voilà, je vous dis, à Berlin, j'y suis allé, j'ai pris les grands dessins entre les mains. Je veux dire que c'est incroyable le nombre, comme tout ça est précis, juste. Et vous savez, il était caricaturiste, donc on pourrait croire qu'il exagère, mais je veux dire que c'est au contraire, il n'y avait que les caricaturistes pour dire la vérité à l'époque. Parce que c'était l'époque qui était une abjecte caricature. Donc s'il fallait quelqu'un pour dire le réalisme d'une époque caricaturale, c'était bien précisément le caricaturiste. Et il me semble, si vous voulez, que quand je vois ces dessins, j'y vois un homme capable, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais d'affoler son regard, d'affoler la plume, mais de se perdre dans chaque vibration de l'air et dans le brouillard même qui entoure parfois les personnages. Ce sont des chefs-d'œuvre. Je me bats en ce moment, je vous le dis, je me bats en ce moment pour qu'il y ait une rétrospective Bedřich Frita en France. Il y a 300 dessins qui sont séparés. En gros, il y a deux endroits, à la fois le musée juif de Berlin et à la fois le mémorial de Thérèse. Et donc, il suffirait simplement qu'un musée se lève et se dise on le fait pour que ce soit organisé et que dans un an, on ait une rétrospective Bedřich Frita en France. C'est vraiment un artiste qui le mérite absolument. On est bien d'accord. Alors, on va passer à juste avant d'éteindre parce que je sais que certains ici l'ont. Oui, Est-ce que je peux dire une dernière bien chose sûr, bien sûr, bien sûr. en deux mots? Lorsque le livre a été publié au mois de janvier, j'ai été 10 jours après sa publication à Berlin pour aller voir un concert d'un clarinettiste que j'adore, le roi du klezmer, qui s'appelle Gyura Feynman. Donc, il donnait un concert à Berlin et on m'avait invité là-bas. Et il se trouve que David, le fils de Tommy, vit à Berlin. Et nous sommes, je vous l'ai dit, 10 jours après la publication du livre et il m'invite à dîner. Enfin, il m'invite, pardon, à déjeuner. Et pendant le déjeuner, il me dit, enfin, il m'apprend en fait que il avait pris la veille rendez-vous avec la directrice du musée juif de Berlin pour donner le vrai exemplaire de Tommy, le vrai bouquin, les vrais 52 aquarelles, pour les donner au musée juif de Berlin et qu'après notre déjeuner, on y va tous les deux, ensemble, donner ce livre. Connaissant l'anecdote, en effet, il ne fallait surtout pas l'oublier. Oui, tu as raison. Oui, elle est magnifique. Et nous sommes allés, lui et moi,
avec le livre de Tommy qu'il avait mis dans une sacoche avec le sigle Superman. Nous sommes allés là-bas. Et on était, lui, moi et la directrice du musée juif de Berlin. Et David m'a tendu le livre, m'a dit, Elios, regarde-le. Et je lui dis, non, fais-le. C'est ton livre, vous vous rendez compte, ce livre, d'où il vient, vous le savez maintenant. Depuis 1945, il était dans les mains de sa famille. Enfin, bon. Il me dit, non, non, regarde-le, je ne peux pas, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et quand il me tend le livre, il me dit cette phrase sublime. Il me dit, last time without gloves. La dernière fois sans les gants. Et c'est sublime. J'ai pu donc pour la dernière fois feuilleter ce livre. Et c'est pour ça que je vous dis, bon, évidemment, aujourd'hui, donc, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas prendre ce livre sans les gants, puisqu'il est dans un musée, donc, n'est-ce pas? Mais par contre, je peux vous dire, et ça n'est pas un jeu ni un mot d'esprit, mais je peux vous dire que lui, Tommy, peut vous toucher et qu'il vous touchera sans les gants, parce que c'est un livre bouleversant, bouleversant, bouleversant. Alors, je pensais que tu allais donner l'anecdote de la voiture. Je C'est pour voulais aller ça. un peu plus court, mais allez, 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 d'accord. Très bien. Oui, parce que quand nous sommes arrivés en voiture, il m'invite dans un restaurant à Berlin, comme ça, et puis en fait, j'ai vu la sacoche Superman une sacoche Superman sur la banquette arrière. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, it's Tommy. Je lui dis, comment ça, c'est Tommy? Je pensais qu'il m'avait peut-être pris un exemplaire de mon livre pour une dédicace quelconque. Enfin, je savais pas. Non, non, il me dit, c'est Tommy, c'est l'original. Et donc là, il sort de la voiture et il ferme la porte, mais il laisse Tommy et la sacoche Superman sur la banquette arrière. Je dis, non, non, attends, non, non, on le prend. Non, non, t'inquiète pas, Tommy est en sécurité. Il dit, non, non, mais Tommy n'est pas en sécurité. On est à Berlin, dans un quartier ultra populaire de Berlin, une sacoche en plein sur une banquette arrière. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas. Et il a fermé la voiture à clé en laissant la sacoche apparente. Et moi, pendant tout le repas, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. On verra plus jamais Tommy. Le livre, là, on va nous péter la voiture, le pare-brise. Et bon, miracle, miracle, miracle de la folie, folie du miracle, que sais-je, en ressortant du déjeuner, pardon, Tommy était encore là et on a pu aller au musée juif pour faire le don de ce fameux dessin peuplé d'amour et de chefs-d'œuvre. Une histoire de miracle, du début à la fin, depuis Exactement. 70 ans. Alors, juste avant d'éteindre, c'est un roman pour le coup. Là, c'est différent. La structure du roman est même très particulière. Un, 2, 1, fin, au-delà. Les chapitres sont numérotés en lettres notamment. J'aimerais que tu nous parles de ce découpage, de cette manière, comme une musique concrètement. On a l'impression que ce livre-là, tu l'as composé avec... alors, j'aimerais aussi que tu nous parles de l'instant où tu écris. Est-ce que tu composes, pardon, lapsus, tu écris en musique et tu composes en écrivant, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu nous parles de deux choses. D'abord de la structure du roman et ensuite de ta manière d'écrire en musique, parce que je n'ose imaginer que tu écris sans musique. Ça me paraît impossible. Bien joué. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh, c'est vrai. Il y a Sans Wagner. certains. Sans Wagner Oui. ni Non, Beethoven, j'en suis sûr. non, non. Pas Wagner. Oui, c'est vrai que la musique. C'est vrai que la musique, oui. Et certaines musiques, pas toutes naturellement, mais la musique peut être un très très bon support à un certain type d'abandon. Et donc, il faut des musiques assez larges. Hein. On ne peut pas composer sur des musiques mélodieuses. Enfin, je veux dire, on peut pas, enfin, moi, je ne peux pas composer sur Bach, Mozart, Beethoven ou Schubert, par exemple, parce que la mélodie vient naturellement attraper votre attention et vous finissez par la chantonner. Mais si vous prenez des œuvres plus proches de nous, du XXe siècle, je ne sais pas moi, comme Arvo Pärt, comme Gorecki, comme Philippe Glass, etc., qui sont des œuvres voilà, beaucoup plus voilà, larges dans leur méditation, si je puis dire, pour exprimer les choses un peu simplement, parce qu'il s'agit d'esthétiques très différentes, ben, moi j'aime bien m'y poser. Donc oui, c'est un livre qui a connu la musique, ça c'est vrai. Là où tu as raison, c'est que sa forme est une forme finalement très musicale. Je dois dire, c'est vrai, encore, vraiment tu as raison, Anthony, c'est sans doute mon livre le plus musiqué ou le plus musiquant. N'est-ce pas? C'est tout à fait vrai. Il s'agit là
d'un livre qui raconte l'histoire d'un compositeur de musique qui est déporté dans un ghetto, d'ailleurs qui pourrait être le ghetto de Theresienstadt. Je ne le cite jamais dans le livre, il n'y a pas de nom. Il arrive dans un ghetto et cet homme-là arrive avec une valise remplie de ses partitions. Et naturellement, on lui demande de confier sa valise à des nazis, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il donne sa valise et quand il récupère sa valise le soir, après du rituel, bref, etc., bon, sa valise est vide. En gros, c'est un homme à qui on vient d'arracher, là, toute sa musique, toute son œuvre. Et donc, il n'aura plus après, comme tous les compositeurs dont on parle depuis tout à l'heure, mais lui ne va plus jamais écrire une seule note de musique, il n'en a plus la force, il n'en a plus la possibilité, la foi, il n'en a plus l'intériorité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre des petits bouts de papier qu'il ramasse sur le sol. Et il va aussi, là, un peu, on parlait des dessinateurs, il va affoler ses yeux, son regard, tout autour de lui. Et il va noter sur ces petits bouts de papier toutes ces visions vues et toutes ces visions morales, enfin, tout ce qu'il voit, comme une espèce peut-être d'hygiène, une façon de se raccrocher à la bouée de ce qui est tangible réellement. Et ces petits aphorismes, ces petites phrases, ces petites poésies de rien du tout, eh bien, il va s'en bourrer les poches. Il tient ce que lui appelle le journal de mes yeux. Il s'agit donc d'un compositeur qui renonce par la force, mais qui renonce à la musique, qui s'absente de la musique pour aller vers la littérature et tenter de trouver, si je puis dire, le salut ou quelque chose de cet ordre-là dans le fait d'écrire. Et finalement, bien évidemment, je ne suis pas dans la situation de cet homme-là, de mon personnage, mais finalement, c'est un personnage assez proche de moi. Je veux dire que moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Soit j'écris, soit je compose. Donc, de toute façon, il y a dans ce jeu d'abandon d'un art pour se jeter dans les bras de l'autre quelque chose qui me ressemble assez. Donc, c'est un personnage, oui, en tout cas, que je comprends. En tout cas, je crois le comprendre, pour autant que j'ai cru l'apercevoir et j'espère le faire percevoir. Et c'est là où ça rejoint peut-être Bedrich Frita sur l'abandon de l'art. L'un le fait physiquement, l'autre le fait de manière morale. On a l'impression vraiment que tu as écrit ces deux livres, mais c'est vraiment, je pense que c'est de l'inconscient. On a l'impression qu'ils se répondent clairement à des années d'intervalle, et c'est peut-être du hasard le plus total, parce que ce sont deux sujets concrètement peut-être différents, en tout cas deux situations différentes, mais cet abandon de l'art, cette puissance de l'art, la nécessité de l'art et de résister à travers l'art, on a l'impression quand même que tu es en train de créer une œuvre sur ces thématiques-là. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point, parce que ce livre-là, juste avant d'éteindre, il faut quand même en parler, c'est quand même euh, on a l'impression de tout souligner, on a envie de tout souligner. Parce qu'il y a quand même une poésie qui s'en dégage, qui est assez fascinante. J'aimerais que tu nous parles de cette poésie-là, parce que c'est un livre ça aurait peut-être dû s'appeler roman poétique, d'ailleurs, et pas simplement roman poétique, artistique, mais en tout cas quelque chose de plus large, parce que cette poésie-là, elle est assez impressionnante à travers la forme et à travers le fond. Comment tu génères de la poésie? Est-ce qu'on peut expliquer euh, la création de la poésie? Est-ce que c'est explicable, ça? Mais tu es fou de me poser une question pareille. C'est très, très difficile de répondre. Ce que je peux dire, c'est que peut-être que 90% de mes lectures, ce sont les poètes. Donc je lis énormément la poésie. Et j'en aime certains particulièrement. J'aime l'intensité sublime d'un Michaud. J'aime le réconfort d'un René Charles. J'aime la folie d'un Pessoa. Je vénère Arthur Rimbaud. Enfin, il y a des tas. Voilà. Enfin, bon, en même temps, je pourrais citer 50 noms, mais voilà. Ce que j'aime dans la poésie, c'est cette faculté qu'a le poète de génie de précipiter le monde. Mais quand je dis précipiter, permettez-moi de parler au sens presque chimique du terme. C'est comme un précipité en chimie, c'est ce petit truc solide qui se met qu'on trouve dans une éprouvette après un certain type de mélange. Pour moi, c'est ça la poésie, cette capacité d'un seul coup, d'absorber le présent et de le précipiter dans quelques lignes.
Ça, moi, me paraît être, d'un point de vue de la littérature, ça me paraît être, d'un point de vue de la littérature, peut-être l'expression la plus concentrée, la plus puissante. J'aime la poésie vraiment plus que beaucoup de choses. Bon. Donc, mon art littéraire, donc le roman, si vous voulez, c'est toujours pour moi quelque chose de l'ordre. En fait, vous voyez, je vais vous dire, je vais te dire. Bon. Mon personnage se remplit les poches là de petites phrases qu'il note. Moi, j'ai envie que mon lecteur se bourre les poches de mes phrases. Je veux dire que si tu fermes un livre et que tu n'as rien d'autre que juste une histoire à raconter et que l'auteur ne t'a pas offert une phrase ou deux ou trois ou quatre ou 10, ben moi je me sens pas bien. Moi je pense qu'un auteur c'est quelqu'un qui te donne à avaler, infuser, digérer au moins une pensée. Alors, ça ne veut pas forcément dire un mot d'esprit, même s'il y en a des sublimes, même si j'adore Oscar Wilde et Groucho Marx, mais je veux dire que j'aime bien les petites phrases. J'aime bien ces petites phrases parce que ça me donne le sentiment qu'on peut tourner autour, n'est-ce pas? Et c'est ça pour moi la poésie, c'est cette capacité de tourner autour de la vision d'un homme ou d'une femme, bien évidemment. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de me concentrer le plus possible. C'est finalement le juste milieu, la poésie, entre la, la pudeur et l'éclat. C'est ça un poète. C'est quelqu'un qui, et en même temps, comment dirais-je, la folie la plus déréglée d'un Rimbaud, avec en même temps la folie la plus totale de penser que en une phrase, je pourrais dire un ciel, qu'en une phrase, je pourrais dire une lèvre, et qu'en une phrase, je pourrais dire une main. Voilà. Et après, c'est au lecteur de tourner autour. Je crois que, voilà, pour moi, la poésie, je ne suis pas le seul à penser ça, mais je sais que les romanciers, alors il y a un regain d'intérêt pour la poésie, je crois, éditorialement, il y a beaucoup d'en public de plus en plus, et tant mieux. Mais je crois que les grands poètes continueront d'être rares de toute façon, puisque c'est ça, être un poète, d'ailleurs, finalement, c'est être rare. Quelle belle définition. Il y a une question d'Anne-Sophie qui demande si le personnage principal du roman est totalement fictif ou est-ce que tu t'es peut-être inspiré d'un autre. Chère Anne-Sophie, je ne me suis pas inspiré directement de quelqu'un dont j'aurais connu ou partagé la destinée dans mes lectures ou dans tout ce que j'ai lu sur les camps. Par contre, je peux dire quand même quelque chose pour répondre. Je peux quand même dire qui il est vraiment, ce personnage. Comme je vous l'ai dit, et je le dis depuis le début, et comme tu l'avais dit, et quand tu m'as présenté, je suis musicien, et donc je vous l'ai dit, je joue depuis près de 15 ans les musiques composées dans les camps de concentration. Donc depuis près de 15 ans, je passe mon temps à gueuler à chaque concert le nom des compositeurs. Et j'espère de tout cœur que les jouer, les rejouer, les re-rejouer, comme je l'ai fait 200, 300 fois, j'espère réparer quelque chose. Quand ce livre a débordé, puisqu'il s'agit véritablement d'un livre qui m'a débordé juste avant d'éteindre, je me suis rendu compte que je venais d'écrire là le livre d'un musicien dont je ne pourrais jamais jouer l'œuvre. Autrement dit que s'il me restait un musicien à réparer, c'était celui qui n'avait pas écrit dans les camps et dont je n'ai pas de musique. Donc, si vous voulez, c'est une manière, j'ai tenté inconsciemment de me de dédommager une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pourrais jamais jouer la musique d'un compositeur qui n'a pas eu la force d'écrire dans les camps parce qu'il n'a plus d'œuvre, c'est terminé. Eh bien, j'ai inventé ce personnage-là. J'espère avoir réparé dans une certaine mesure. Malheureusement, enfin, ça fuite partout. C'est bon. Mais en tout cas, j'espère un tout petit peu avoir remis l'équilibre entre les musiciens que je joue, dont je jure les noms, et ce musicien-là qui n'a pas de nom et dont je ne pourrai jamais jouer l'œuvre. Alors tout à l'heure, tu parlais de petites phrases et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que en effet, tu en regorges. On a envie de vraiment de tout souligner avec toi parce que il y a c'est une sorte de punchline poétique en réalité. Et il y en a une notamment sur Dieu parce que tu as un lien aussi par rapport à Dieu. Tu dis, sauf que Dieu n'a jamais mis les pieds dans mon enfance. Il était tellement de partout qu'il était partout ailleurs. C'est quoi ton rapport concrètement à la religion, à Dieu, par rapport au fait que euh,
à quel moment il intervient dans ta création artistique aussi? Parce que tu lui envoies des signes. Concrètement, tu lui envoies des signes à chaque livre. C'est pas anodin quand même. Mon cher ami, mes chers amis. Bon, euh, je dois avouer que j'ai encore et toujours un peu de mal avec le mot de Dieu, le mot même. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, puisque vous savez bien que en hébreu, c'est le tétragramme, c'est 4 lettres qui sont imprononçables. On ne le dit pas. Ça pourrait être le bruit d'un souffle. Voilà. Donc le mot me dérange parce que dans une certaine mesure, je l'ai écrit quelque part dans un livre qui n'est pas encore publié. J'ai dit Dieu me pollue le divin. Et quand je parle de Dieu qui me pollue le divin, je parle du mot de Dieu. Par contre, je crois au divin. C'est-à-dire, je crois en la présence, mais pas en une présence atmosphérique qui est là, qui m'entoure. Je crois que la présence, elle est là dans un certain nombre de rencontres. Elle est là dans un certain nombre de. Alors, je vais mettre des guillemets parce qu'on. Je voudrais pas, je n'en fais pas une mystique. Disons, un certain nombre de signes. Voilà. Je crois que parfois on voit des choses et qu'il faudrait être bien malhonnête pour dire je n'ai pas vu. Voilà. Euh, j'ai dit une fois une phrase, c'était dans une émission de Marc-Alain Waknin qui m'avait particulièrement inspiré. Je lui ai dit le hasard et la pudeur du divin. Et je crois que c'est ça. Donc je crois au hasard. Très bien, très bien. Je te cite également, toujours juste avant d'éteindre, notamment sur le suicide. J'ai trouvé des phrases magnifiques sur le suicide où tu dis, enfin en tout cas ton personnage dit, moi je ne crois pas qu'on se suicide, je crois qu'on nous suicide, je crois que la vie nous suicide. Elle est terriblement, en tout cas elle me paraît frappante, elle me paraît extrêmement vraie cette phrase-là. Est-ce que tu penses aussi justement jusqu'à quel point ton personnage et toi, ou en tout cas ton personnage, frappe à ta porte. On a l'impression quand même il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu lui fais dire, notamment sur des thématiques, que ce soit la religion ou que ce soit cette phrase-là sur le suicide, mais on sent derrière chaque phrase un poids, derrière chaque phrase une entité, une idée qui te submerge peut-être parfois, qui t'émeut, mais en tout cas, j'aimerais que tu nous parles de cette dichotomie entre l'écrivain et l'auteur, pardon, entre l'écrivain et le narrateur. Euh, un écrivain, c'est sans doute quelqu'un qui se cache par pudeur derrière un personnage qu'il invente. Et en même temps, et pardonnez-moi de jouer sur les mots, mais je le pense vraiment, je crois qu'il n'y a rien de plus impudique que la pudeur. Et que donc, on est partout où on se cache. Donc, c'est pas étonnant que puisque je me cache derrière mon personnage, tu me découvres et que le lecteur me découvre dans mon personnage. Plus tu te caches, plus on te voit. Dans une certaine mesure, c'est le paradoxe de l'écriture. Tu as tout à fait raison. Je suis là. Je crois que je suis partout parce que je pense que c'est impossible d'être. Ça ne veut pas dire que toutes les pensées de l'auteur, enfin, toutes les pensées du narrateur sont, je les vis, je les accomplis. Enfin, je veux dire, voilà, puisque je l'imagine aussi ce personnage, donc je l'incarne. Mais pour incarner, eh bien, il y a bien un endroit où je suis allé convoquer quelque chose qui m'appartient, puisque je ne peux pas, ne serait-ce qu'inventer quelque chose que je n'aurais pas, ne serait-ce qu'un peu perçu. Et je ne peux que percevoir à travers mes sens. Voilà mon imagination. Et mon imagination, c'est moi. Donc oui, ben, je suis désolé de vous dire que je suis là. Pour notre plus grand bonheur, tu es là. Toujours dans le même roman, on ne sait jamais parfois qui conduit les âmes. Pour toi, c'est la musique qui conduit les âmes. Elle est importante cette phrase parce qu'à mon sens, elle, comment dire, l'élément fondateur d'Hélios Azoulay, c'est la musique.
qu'est-ce qui est aux fondations même de ce que tu es en tant qu'écrivain, peut-être en tant qu'homme, mais en tout cas en tant qu'artiste. On a l'impression que sans elle, tu aurais été peut-être totalement différent. Est-ce que c'est possible? Quel rôle a la C'est musique vrai. concrètement dans ton art? Elle est partout dans ton roman, elle y est. Dans Pour Tommy, elle y est de manière peut-être plus subtile, mais en tout cas, elle y est aussi. Mais est-ce qu'elle conduit véritablement ton âme? Pour les Niçois qui nous écouteraient, il y en a peut-être quelques-uns d'ailleurs, puisqu'on parlait de Nice tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a un artiste très connu, mais au-delà, bien sûr, des frontières de Nice, de la France, n'est-ce pas, qui s'appelle Ben. Et Ben Vautier, qui fait ses écritures blanches sur fond noir, que vous connaissez sans doute, m'a fait le plaisir de faire la couverture d'un de mes précédents livres. Un précédent livre intitulé Tout est musique. Alors, je ne voudrais pas répondre tout simplement en disant tout est musique et voilà ma réponse, mais je crois que. Alors, tu veux vraiment, vous voulez vraiment ma réponse? Mais oui, parce que je sens qu'elle va être délicieuse. Oui, vous voulez vraiment ma réponse? Bon. Thomas Edison, vous savez, il a inventé le phonographe. Enfin, d'ailleurs, il a été devancé par un poète qui s'appelle Charles Cros, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas pu faire, il n'avait pas les sous comme Thomas Edison pour faire breveter son truc, mais on dit Charles Cros, mais René Char, il dit Charles Cross avec son accent. Mais disons, Charles Cros, ils ont inventé le phonographe. Autrement dit, eh bien, sur la cire, sur une matière molle, le son grave la matière. Le son grave la matière molle, n'est-ce pas? Ainsi, il parlait dans une espèce de cornet, voilà, sur un petit rouleau comme ça, et puis vous avez une petite pointe, tac, 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 et puis ça, ben, maintenant, les disques, enfin les micro-sillons, les 33 tours, etc. Autrement dit, mesdames et messieurs, le son grave le monde. Je crois que le son, honnêtement, le son grave le monde. Je veux dire que, et je crois en plus de ça, que l'homme est une matière molle. Je crois que l'homme est gravé par la parole. Je crois que l'homme est gravé par la parole de son père, l'homme est gravé par la parole de sa mère, l'homme est gravé par la parole de ceux qui sont anéantis, comme les Juifs ont été anéantis et ont été gravés par la parole d'un Adolf Hitler. Parce que le plus grand crime, il est proféré par la parole d'abord. Et le plus grand amour, il est offert par la parole. Et le crime parfait, c'est de parler, d'assassiner un homme sans se mettre une seule goutte de sang sur sa petite chemise blanche. Donc, le son grave le monde comme il grave les hommes. Plus tragiquement, quand vous entrez dans la chambre à gaz à Auschwitz 1, puisqu'à Auschwitz 2, on ne peut pas aller voir, elles ont explosé, n'est-ce pas? Bon, à Auschwitz 1, vous avez un de ces murs qui est lacéré, un mur lacéré. Je crois que les Juifs ont gravé. Je crois que les cris sont là gravés. Voilà, je crois que nous sommes gravés, je crois que le monde est un grand rouleau de cire, si je puis dire. Et, euh, et, et voilà, le son grave le monde. Bien fait de poser la question. C'est vrai que ce roman-là, on a l'impression, et toutes mes questions commencent par une de tes phrases, parce que il est tellement difficile de le raconter, tellement difficile de le résumer, et je pense qu'il ne se résume pas. Et j'en citerai une dernière que j'ai trouvée à la fois drôle et à la fois terrible, où tu dis, on confie toujours aux arrivistes l'humiliation de la paperasse. C'est le revers d'entomologiste de la gloire. Génial cette phrase. Elle est géniale là aussi. Alors, elle ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, notamment à ceux qui aiment l'administratif, mais quand même. J'aimerais que tu nous éclaires aussi sur ce que tu voulais asséner par rapport, en contradiction, j'imagine, à l'art, contradiction avec le fait que cet homme est compositeur est traversé par l'art dans son être. Oui, là c'est un moment particulier parce qu'il parle de Karl Orff à ce moment-là, de ce compositeur Karl Orff qui reçoit tous les honneurs du Troisième Reich
et il est persuadé que Karl Orff, on lui donne de la paperasse parce que c'est le revers d'entomologiste de la gloire. Et que lui, qui est là, au moment où il parle, le personnage condamné à faire de la paperasse dans un camp nazi, il souffre parce qu'il en peut plus de recopier des dossiers, les machins, etc., etc. Donc il en veut beaucoup à cet art et à cette torture de la paperasse. Euh, je m'arrêterai sur le premier truc que tu as dit, si tu veux bien. Tu dis, il est très, très difficile à décrire ce roman. Eh bien, honnêtement, j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que je crois qu'un roman, ça n'est pas qu'une histoire. Je dirais même, et là je vais être un peu, non pas provocateur, mais disons que je vais exagérer. Mais il faut toujours exagérer, et puis ensuite on fait un pas en arrière et on voit la vérité. Hein, c'est comme un peintre. D'abord il y va, il a le nez sur sa toile, puis il fait un pas en arrière. Donc je vais exagérer. C'est Je ma dirais même que spécialité. C'est ma spécialité aussi, Elios. On s'est bien trouvé. je dirais même que l'histoire, ça n'est que le dommage collatéral de l'acte d'écrire un roman. Je veux dire que moi, je voudrais que les gens partent avec une saveur dans la bouche, avec une saveur à l'oreille. Je voudrais qu'ils avalaient un bol de brouillard. Je voudrais que les gens partent à un bol de brouillard d'amour ou une grande éclaircie. Et je voudrais que, au milieu de tout ça, de cette langue, de cette forme dont tu parles tout à l'heure, au milieu de cette grande affaire-là qui est l'écriture et la lecture, eh bien, que finalement, l'histoire apparaisse en filigrane. Car quand bien même nous essayerions, vous comme nous tous, là, en train, voilà, toi, moi, nous tous, de raconter ce que nous sommes en train de vivre là, maintenant. Est-ce qu'il suffirait d'une histoire, parce que ça tiendra en deux mots? Je dirais, ben voilà, j'ai parlé, j'ai regardé un petit point noir pour donner le sentiment à tout le monde que je le regarde dans les yeux, j'ai essayé d'articuler le plus possible, et puis il y avait des gens, je voyais des petits trucs, j'ai un sourire là, génial. Bon, il y a quelques mots qui défilent que j'ai pas le temps de lire, etc. Mais bon, voilà. Bon, l'histoire, elle tiendra en deux phrases. Pourtant, tout ce qui est en train de se passer, c'est quand même énorme. Je suis là en train de chercher les mots, j'essaye de complètement d'être le plus précis possible, le plus intense possible, et je crois que ce qu'on va retenir de ça, c'est, je l'espère de tout cœur, en tout cas, ce que moi je voudrais qu'on retienne, c'est l'intensité de ce moment-là, pas simplement le récit de notre aventure commune, qui là, quand même, se résume à être assis devant une chaise, quand même. Et ben, je pense qu'un roman, c'est ça. Je pense qu'un roman, c'est, alors je vais employer un terme que là, vous comprendrez encore beaucoup mieux, mais c'est simplement une atmosphère. Voilà. Et que l'histoire découle de notre capacité à se laisser guider par les mots, par les personnages et par les nécessités intérieures des personnages. Et que tout ça fait histoire. Mais un roman qui ne serait qu'une histoire, ben autant faire des séries télévisées. Mais en même temps, il y a tellement de romanciers qui écrivent pour que ce soit des séries télévisées que naturellement, parfois, on confond un roman avec une histoire. Mais prenez Proust. Est-ce que vous croyez qu'on peut prendre Proust pour un faiseur d'histoire? Ben non, c'est un faiseur d'atmosphère. C'est ce que j'essaye, à ma modeste mesure, de faire, c'est-à-dire de vous donner à boire, oui, c'est ça, un bon bol d'âme. Je suis très surpris que tu n'aies pas été peintre ou artiste peintre parce que tu as cette manière de mettre des images sur des mots. C'est assez fascinant de voir à quel point tu utilises la métaphore et les images pour faire de la poésie, pour faire poésie. Et tu n'as pas eu... Alors, si, Ah, quand alors, j'ai, bah, quand j'étais renvoyé du conservatoire, j'ai abandonné la musique et je n'ai fait que de la peinture pendant plusieurs années. Et c'est à la faveur, voilà, d'un type qui m'a entendu faire du jazz, qui m'a dit, Elios, t'es vraiment stupide, t'es un bon musicien, tu ne devrais pas abandonner la musique. Voilà. Mais non, non, de temps en temps, j'ai des crises de dessin. Voilà, là, derrière moi, il y a un paquet de trucs au mur. C'est voilà, de temps en temps, j'ai des crises et je fais 25 dessins, un dessin par nuit. Voilà. ça me rassure, ça me rassure alors, c'est bon, c'est bon. C'est bien vu. Sandra, Oui, bonsoir, bonsoir Elios, Bonsoir. et merci pour ce texte qui a une puissance singulière. Je ne sais même pas comment le définir, comme disait Anthony à l'instant. Euh, Vraiment, vraiment très fort, ouais. Et difficile effectivement d'en parler. J'avais une question, alors j'avais peut-être deux questions, je vais en profiter, très différentes. D'une part, tout à l'heure, vous parliez des poètes qui vous inspiraient, des poètes que vous aimiez. On en retrouve certains dans votre texte, par exemple
page 114, il y a une référence assez forte, je pense, au Dormeur du Val de Rimbaud. Je voulais savoir, en fait, vous parliez aussi de liberté d'écrire. Est-ce que vous vous laissez libre d'être traversé par ces poètes et finalement les mots et les références à ces poètes viennent tout seuls, ou est-ce qu'à un moment donné vous vous dites voilà, je voudrais voir Rimbaud à un moment donné dans mon texte? Et puis j'ai une autre question qui n'a pas, enfin, qui est forcément liée à votre, à votre livre, hein, mais une question par rapport à votre éditeur, puisque la forme de votre texte est quand même voilà, très, très, très variable. Et c'est aussi ce qui fait toute sa richesse. Est-ce que votre éditeur est intervenu en fait sur la forme, sur la mise en page, ou est-ce que, il vous a laissé une totale liberté? Et au-delà de la liberté, est-ce que voilà, vous avez travaillé ensemble là-dessus aussi pour le publier? Merci. Ouais, non, je vous en prie, je suis très heureux de répondre. Alors, je me suis jeté d'abord sur la première question, cette page 114 où vous avez vu Rimbaud. Quelle est la phrase qui vous a inspiré la présence de Rimbaud dans ce que j'ai écrit? Alors, je vais vous la lire. Il dort à peine entr'ouverte sa bouche dégoûtée d'un rêve, son étoile jaune en feuille morte sur la Oui. poitrine. Ah oui. Ah, vous avez vu Rimbaud là. Il Le dort, dormeur oui. du Val, oui. Eh Oui. ouais, il dort à peine entrouverte sa Donc, ça, bouche donc, ça dégoûtée voudrait d'un dire rêve. que vous vous rendez même pas compte alors, vous êtes Non, inconscient. je me suis pas rendu Il compte pensait du rendre tout. hommage à Francky Vincent. Et du coup, non, non. Non, j'ai vu C'était Francky Rimbaud. Vincent. Bon, non, écoutez, excellente question et merci. J'adore Rimbaud. Euh, J'adore Rimbaud. Enfin, je vais dire oui. Enfin, oui, ce Rimbaud, il est là partout. Je pourrais vous montrer un des murs chez moi qui est peuplé de portraits d'Arthur Rimbaud que j'ai fait, justement. Tu me demandais si j'ai pas, mais j'ai fait toute une série de 120 toiles basées sur le portrait d'Arthur Rimbaud. Donc, voilà, pour te dire que j'ai eu parfois des grandes nuits d'affolement. Puis, tu vois, bon, merci beaucoup. J'avais pas vu Rimbaud. Je suis content de savoir qu'il est là aussi. Merci infiniment. Euh, L'autre question, elle est excellente. Est-ce que mon éditeur m'aide ou en fait, mon éditeur surtout me fout la paix. C'est-à-dire que je peux vous dire que le premier livre que j'ai écrit, je l'ai publié aux éditions Lattès. C'était une histoire du scandale. Le livre s'appelait Scandale, Scandale, Scandale. Et avec le rendu du livre, vous savez, vous avez des correcteurs dans les grandes maisons d'édition, enfin même dans les maisons d'édition, vous avez des gens qui relisent votre texte et qui viennent vous faire des suggestions pour dire attention, il y a peut-être une phrase, voilà. Bon. Et puis la personne chez Lattès qui a lu mon livre, le premier, a dit à Laurent Lafont, donc le fils de Robert Laffont, qui dirigeait la collection dans laquelle j'étais invité à écrire, il a dit non, non, mais c'est pas possible, on doit tout refaire, il faut refaire tout le texte d'Hélios, la forme, elle est complètement folle. Et là, Laurent Lafont, avec beaucoup d'instinct et d'intelligence, a dit non, non, si on refait tout, c'est pas du Hélios Azoulay, donc on laisse tel quel, on touche pas, et c'est parfait comme ça. Et ensuite, je me suis toujours arrangé. Ça, c'est un truc que je vous donne pour celles et ceux qui voudraient peut-être tenter d'écrire et qui écrivent ou qui ont cette ambition-là, et il faut la porter. J'ai toujours fait des livres incorrigibles, si je puis dire. Autrement dit, j'ai toujours rendu des manuscrits à un point où s'il fallait les corriger, il faut tout recommencer. Et donc là, l'éditeur, il a jamais ce temps-là. Donc moi, on m'a commandé parfois des livres et j'ai rendu des trucs, mais vraiment, mais dingue au niveau de la forme, mais pas par souci de faire différent, parce que je le disais tout à l'heure, c'est ma nature. D'abord la liberté, puis la liberté me dicte la forme. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début si vous étiez là. Et donc c'est pareil avec ce livre. Non, non, par contre, j'ai quelqu'un dans la maison d'édition qui est parfait, qui relit, qui me dit attention, il y a peut-être une redondance, voilà, qui va me dire, qui va me donner deux, trois indications, mais pour la forme, je vous garantis que je suis libre et que c'est ça dont je rêve le plus, c'est quand on me dit, voilà, tu fais ce que tu veux. C'est ça vraiment le grand. Et c'est pour ça que je dis finalement, il faut être capable de donner un livre que personne ne peut corriger, si je puis dire. C'est un effet génial. Tout à l'heure, tu parlais d'une phrase qui était dans un livre qui n'était pas encore publié. Évidemment, j'ai l'oreille fine. Euh, Ah. alors, justement, qu'est-ce que tu concoctes, qu'est-ce que tu prépares pour l'avenir?
Est-ce que ça va être encore quelque chose de totalement différent? Parce qu'on n'a pas parlé de la forme, en tout cas du côté roman. Roman, pour Tommy, ça aurait pu être une histoire romanesque, mais alors, totale. Tu aurais pu Oui. t'emparer du sujet et en faire un roman aussi. Qu'est-ce qui a fait que, alors peut-être que ça va venir, j'espère que ça va venir, ça peut être très intéressant d'avoir une matière romanesque sur cette histoire-là. Mais justement, comment tu choisis le matériau de ton texte? Et ensuite, j'aimerais que tu nous dises évidemment, alors là pour Tommy c'était évident puisqu'il y avait les 52 aquarelles, ok. Oui. Mais quand même, ça aurait pu aussi être fait de manière autre. Et ma deuxième question étant sur ce sur quoi tu travailles aujourd'hui. Euh, Ce sont les sujets qui nous choisissent, hein. En tout cas, quant à moi, c'est vraiment les sujets qui me choisissent. Et je dois t'avouer, je peux vous l'avouer d'ailleurs, que Tommy, je venais de sortir de Juste avant d'éteindre. Donc, après, j'ai fait pour Tommy, alors qu'après, Juste avant d'éteindre, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. J'écris plus sur les camps de concentration, c'est terminé. J'avais fait mon livre sur les musiques, L'enfer aussi à son orchestre, qui était un livre qui m'avait retourné la tête. Derrière, il y avait un roman qui s'appelait Moi aussi j'ai vécu chez Flammarion, qui est assez autobiographique et que j'ai incarné au théâtre. Je l'ai joué au théâtre du Rond-Point dans un seul en scène et j'avais la tête complètement à l'envers. De rejouer tous les soirs pendant un mois mon enfance sur une scène de théâtre, sur ce roman que j'avais écrit, et puis juste avant d'éteindre qui se passe dans les camps, quand il a fallu écrire pour Tommy, il a vraiment fallu qu'on me force parce que sinon, je n'y serais pas retourné. Et en fait, je ne pouvais pas le laisser. C'était soit moi, soit personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais écrire nécessite d'y être, si je puis dire. Je vous disais tout à l'heure, et qu'écrire, c'était aussi retourner vers soi, n'est-ce pas? Je vous dis tout à l'heure, c'est se retrouver là où l'on demeure, n'est-ce pas? C'est ça, écrire. Mais c'est aussi aller sur les lieux. Et aller sur les lieux de ce crime-là, je vous garantis que vous n'en sortez pas complètement indemne. Donc, je vous avoue que j'ai fait ce pour Tony dans l'espoir, dans une certaine mesure, que maintenant, je puisse me jeter sur des tas d'autres choses très, très différentes, bien que, de toute façon, je donne toujours des tas de concerts sur les musiques des camps. Donc, une fois que ce sujet est là, je ne me sens pas ni le cœur ni l'âme de dire « Ah non, j'ai mieux à faire ». Bon. Mais par contre, oui, il y a, alors, en ce moment, pour ce qui est signé, je suis en train de traduire, ça sortira aux éditions Les Belles Lettres, je suis en train de traduire un Shakespeare. Je traduis Le Marchand de Venise. C'est une pièce très très particulière, Le Marchand de Venise. Vous la connaissez peut-être. Elle a été formidablement, génialement incarnée. Et moi, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue d'abord, mais par Al Pacino dans le rôle de Shylock, qui joue ce juif commerçant génial. Voilà. Donc c'est une pièce d'ailleurs qui pose plein de problèmes. On se pose la question de savoir est-ce que Shakespeare serait antisémite, etc. Alors qu'évidemment, il suffit de lire la pièce, pas du tout. D'autant plus qu'au cœur de la pièce, le milieu, acte 3, scène 1, le milieu, vous avez cette tirade de Shylock, ce monologue d'une humanité bouleversante sur le fait d'être juif. Et ils disent que voilà, et quand on me chatouille, est-ce que je rigole pas, quand on me fait mal, voilà, etc., etc. Donc évidemment que Shakespeare n'est pas antisémite, simplement Shakespeare, il est continental. Donc naturellement que, je veux dire, il est pas, quand il fait Macbeth, quand il fait Othello, quand il fait Hamlet, il est pas fou, il est pas danois, il est pas raciste parce que il fait Othello. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un continent. Donc voilà. Donc je traduis Shakespeare, c'est un sacré truc, hein. Je vous garantis que c'est un sacré truc. C'est un sacré truc en deux mots. Ouais, et ça, je vous donne quelques clés de parce que je préface évidemment cette traduction. Traduire, c'est hésiter. C'est ça le pire. Et l'idée, c'est d'avoir du génie dans l'hésitation. Traduire, c'est même trahir, comme selon le proverbe. Absolument, absolument. Mais voilà. Et au-delà de cette trahison, il faut trouver. Et il ne s'agit pas tant de traduire l'anglais que de traduire Shakespeare, n'est-ce pas? Parce que enfin, Shakespeare, c'est encore une autre affaire. Donc, là où ça me passionne, au départ, j'ai dit non, hein, j'ai refusé le contrat, puis on a insisté, Hélios, le marchand de Venise, ce juif dans Venise, c'est vraiment pour toi, il faut que, voilà. Et finalement, je me suis laissé faire en disant, tiens, ça va être un travail de musicien, ça. Donc, voilà ce sur quoi je travaille.
Ensuite, j'ai un recueil de poèmes qui arrive, qui est terminé. Là, j'en dis rien, parce qu'alors là, c'est encore plus difficile de parler de la poésie. Mais c'est pour bientôt, c'est pour très très bientôt. On sait chez qui? Et Chez quelle maison? On peut le dire ou pas? Non. vous allez voir. Vous allez voir. Non, c'est un peu, c'est une surprise. Alors, je peux vous dire un tout petit peu ce que c'est. C'est une. Alors là, pour le coup, il va falloir qu'on se revoie, mon cher, parce que tu vas encore me parler de Dieu, puisqu'il s'agit de remonter les rouleaux, les rouleaux bibliques à rebours. Donc, c'est un travail, c'est vraiment en plein là-dedans. Bon, bref, bon, mais il faut voir ça. Ça s'appelle Les îles sous la mer. Voilà. Et il y a deux autres recueils de poèmes qui sont terminés, donc qui vont petit à petit prendre preneur, je l'espère de tout cœur. Et je suis à un nouveau roman qui devrait sortir au mois de janvier, voilà, qui était prévu pour septembre, mais je devenais un peu fou là entre la promotion de Pour Tommy qui me prend énormément de temps parce que le succès du livre, ses traductions futures d'ailleurs, etc. Je crois que je vais me balader beaucoup et puis les concerts, la composition fait que j'ai dû retarder l'écriture de ce roman-là qui arrive et qui devrait être là pour le mois de janvier. Voilà. Donc en fait, oui, ça ne s'arrête pas. Je suis très heureux. Eh ben, tant mieux, tant mieux. On a hâte de voir ça et de lire ça. Allez, une dernière question, c'est Naomi qui souhaitait te poser une question. C'est à toi. Bonjour à tous, je ne sais pas si Bonjour. vous entendez. C'est bon. Oui, oui, tout à fait. Ok, bonjour à tous, bonjour Anthony et bonjour Elios. Alors j'aurais une question pour vous, puisque vous avez évoqué Marcel Proust et à son propos, vous avez dit que c'était avant tout un faiseur d'atmosphère. Et c'est vrai que quand on lit la recherche, on a l'impression qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de phrases et on est envahi par quelque chose d'indescriptible qui nous habite profondément et qu'on ne peut pas verbaliser. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et en ce sens, je suis très d'accord avec vous. Et j'aimerais savoir, puisque vous nous avez dit, me semble-t-il, j'espère ne pas déformer votre propos, que finalement, le romancier, c'est celui qui crée une atmosphère, c'est un faiseur d'ambiance. Alors, ma question serait la suivante. Comment fait-on pour créer une atmosphère dans un roman? Comment se fait-il que chez certains romanciers, on est submergé, on est en immersion dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous habite profondément des années durant, et que chez d'autres, c'est un fiasco total et qu'on a l'impression juste d'avoir des mots sans émotion, sans saveur et qui ne procurent en fait rien du tout. Il faut demander à, Merci pour votre Et, question. il faut et, demander à euh, Edmond. et juste pour rebondir aussi sur les enjeux de la traduction, vous avez évoqué Shakespeare et il y a une pièce de Shakespeare qui m'a vraiment marqué il y a 2 ans de cela. C'était Le songe d'une nuit d'été et j'avais vraiment été subjuguée aussi et je me demande mais comment traduire une atmosphère puisque par définition l'atmosphère ce n'est pas palpable, ce n'est pas saisissable. Alors est-ce que le langage est capable en fait de retranscrire quelque chose qui est par essence éphémère? Oui, c'est tout. C'est une question géniale et c'est une question de vertige hein, que vous me posez. Oui, tiens, pour parler de Rimbaud, Rimbaud écrit ça dans Une saison en enfer, dans le passage qui s'appelle Alchimie du verbe. Il dit, je fixais des vertiges. Et je crois que c'est exactement ça, ce dont vous parlez, la question que vous êtes en train de me poser. Je crois que c'est ça. Écrire, c'est fixer des vertiges. Alors, comment se fait-il que Shakespeare y arrive? Comment se fait-il que Proust y arrive et que d'autres n'y arrivent pas? Bon, alors là, je pourrais dire, ben, il y a des génies, puis il y en a qui en ont un peu moins, puis il y a le talent, il n'y a pas le talent. Je crois aussi peut-être que, et c'est le cas dans Proust, puisque vous parlez de Proust, il me semble que c'est cette espèce de souplesse absolue. C'est-à-dire qu'on sent que un génie, c'est un homme qui est capable de se laisser traverser par presque toutes ses pensées. Et au milieu de ce désordre de sensations, il attrape un truc, un autre, tac, 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 et avec une espèce de génie redoutable chez Proust, il vous fait tourner. Regardez d'ailleurs pour certains, puisque c'est devenu même un élément de moquerie d'ailleurs pour vis-à-vis de Proust, on dit les phrases, elles sont tellement longues, mais c'est pas parce qu'elles sont longues, c'est parce qu'elles sont pas longues, il est en apesanteur.
Proust est en apesanteur, et c'est ça qui est génial, c'est que malgré cette apesanteur, le génie de cette apesanteur et le génie de Proust, c'est de fixer au milieu de ce vol, eh bien, de fixer des vertiges. Et c'est ça, à mon avis, le génie d'un écrivain, c'est cette capacité à se laisser traverser. Alors, on ne peut pas tout noter parce que nous ne sommes pas un dictionnaire de sensations. Vous voyez, il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Il y a bien un moment où un livre s'achève. Il y a bien un moment où un paragraphe s'achève. Il y a bien un moment où une phrase s'achève. Mais je crois que ça commence, me semble-t-il, et c'est pour ça que la question de la musique, elle était intéressante quand je parlais d'une musique qui, si jamais, mais moi j'écris beaucoup en silence aussi, mais je crois que d'abord c'est une capacité à être ouvert. D'abord c'est une capacité d'ouverture. John Cage, le compositeur, a dit cette phrase très belle. Il a dit: il faut laisser le son être. Il faut laisser le son être. Eh bien, je crois que c'est ça. Écrire, c'est d'abord, il faut laisser être. Il faut se laisser être et se laisser traverser par les choses. Et ensuite, ben, le talent, c'est d'arriver à attraper deux, trois choses et les fixer sur la page blanche. Mais là, pour autant, enfin, là, pour ce cas-là, malheureusement, je n'ai aucune recette. Il n'y a pas de recette. Vraiment, il y a aucune recette. Alors, est-ce qu'on finirait cette rencontre sur un dernier extrait, Elios? Alors, si, je ne sais plus si tu as encore un ou deux extraits, mais voilà, Bien n'hésite sûr, pas si tu en as un deuxième aussi, on prend avec bien sûr, plaisir. absolument. Je vais essayer quand même de vous faire. Allez, je vais peut-être vous lire euh, le début de Juste avant d'éteindre. Il ne pleut pas, il dégouline. Ce n'est pas un ciel, c'est une flaque d'encre noire. En dessous, il y a un enfant. Il a renoncé à pleurer. En échange, il tâtonne quelques mots. C'est là. C'est là où on va. Et moi, je le regarde avancer malgré ses habits plombés de flotte, malgré les gouttes qui tombent de ses cheveux ou celles qui s'accrochent au bord des boucles, malgré son nounours plein d'eau comme une éponge. On est arrivé. C'est là. C'est là, maman. La question s'échoue encore. J'étais à côté d'eux. J'aurais pu aider, j'aurais pu dire oui, mais je n'ai plus la force de répondre à aucune évidence. Personne. En face de nous, en face de nous, les murailles, pardon, sont de la même indifférence. Depuis qu'on nous a jetés sur le quai d'une gare, à quelques kilomètres d'ici, il y a 3 ou 4 heures, un rouleau de peuple s'étire et s'épuise le long d'une route grise et aphone. Les poteaux télégraphiques qui longent la chaussée sont comme des grandes barres de mesure. Et ces mesures sont surchargées de toutes nos peurs et de tellement de tout, et tout est tellement entassé. Les enfants, les mères, les pères, les vieux. Chacun se piétine dans l'autre. Chaque sac pèse une vie. Chaque valise pèse tout ce que l'on a dû abandonner. Donc c'est là. Tout devant, les premiers sont avalés par une grande porte, une grande gueule qui troue la citadelle. De loin, lui doit avoir 50 ou 60 ans. Il porte un chapeau melon. La couleur de ses yeux et de ses cernes se barbouille dans le même rond noir. À sa gauche, il y en a un plus jeune. C'est peut-être le plus grand de tous. Il se tient droit et a relevé sa casquette pour regarder avant d'entrer les ombres errantes en haut de la muraille. Plus près de moi, il y a une vieille qui ne peut avancer qu'en s'hypnotisant dans les pas de celui qui le précède. Son sac est si lourd qu'il a l'air de vouloir la mettre à terre. C'est son mari, le vieux au manteau gris. Son dos est courbé comme une canne à pêche à 2 doigts de casser. C'est impossible de les dire tous. On est 1000 peut-être, et de raconter celui qui pousse un chariot, celui qui le tire et la petite qui tient la main de sa mère et la mère dont toutes les mains sont prises et
Le père qui cache ses larmes et se sert de la pluie pour les confondre, pour ne pas se faire prendre. Le rouleau s'achève au fond du paysage. L'horizon ne va pas assez loin. Croyez-moi, j'ai tout essayé. S'il devait y avoir un chant ce matin, il serait terrassé par le silence des Juifs qui usent leurs chaussures sur la terre d'un sol 1000 fois ressassé, consentant comme toujours à tout accompagner, car jamais le sol ne se soulève. Merci, Voilà. Elios. La puissance des mots et les silences qui ont toute leur importance dans ton œuvre. Merci, merci infiniment. Ça aurait été vraiment dommage de rater cette rencontre une deuxième fois, véritablement. J'y tenais particulièrement parce que tu m'avais fasciné dès la première rencontre en physique à Nice. Et il fallait absolument que d'autres que moi puissent t'écouter et entendre ce que tu avais à dire et entendre tes mots. Je trouve ça fabuleux en tout cas. Merci infiniment de ton temps. Je sais qu'il est compté. Merci, merci beaucoup, merci infiniment et j'espère à très vite donc pour de la poésie potentiellement aussi ou pour ton prochain roman. Tu es le bienvenu la prochaine fois avec une immense joie. Voilà. Ah, c'est très gentil. Merci infiniment pour cette invitation. J'étais très heureux de pouvoir vous parler. J'ai quelques visages qui sont là au-dessus de mon écran que je salue avec beaucoup d'amitié. Et je vous souhaite à toutes et tous le meilleur, les meilleurs livres. Et j'espère d'une façon ou d'une autre, puisque le monde a cette qualité d'avoir le défaut d'être étroit. J'espère qu'on se reverra pour de vrai, qu'on se verra un jour pour de vrai bientôt, quelque part. Je vous dis à très très vite et merci de votre temps à vous, car on a tous le même temps. Voilà. Merci Elios. Portez-vous bien. À bientôt. Merci pour tous. Merci Elios. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut Elios.